Le cinéma public va très bien, il va vraiment très bien, et qu'il s'est remis du confinement et de la crise sanitaire beaucoup plus rapidement que le cinéma privé. Que sur les cinémas, les 6 cinémas d'Est Ensemble, au moment où au national on était à moins 27% de taux de fréquentation, on avait du mal à remonter, on était à moins de 8 sur les cinémas d'Est Ensemble. Alors évidemment, beaucoup grâce au Méliès. Mais voilà, c'est donc ce qui a permis... du coup, j'ai été invitée à pas mal de débats parce que c'était presque considéré comme une anomalie. Donc on nous demandait pourquoi. Pourquoi parce que voilà, c'est un cinéma public et les plus-values. Donc ça m'a permis de réexpliquer les plus-values d'un cinéma public sur les 400 000, plus de 400 000 habitants et habitantes d'Est Ensemble. On a chaque année 100 000 gamins qui sont à l'éducation à l'image. Bon voilà, ça c'est une plus-value. Et par ailleurs, bien évidemment, les débats, les rencontres, la programmation. Et puis il y a des gens qui viennent de Paris, qui n'ont pas forcément de cinéma d'art et d'essai à côté de chez eux et qui viennent ici. Et puis bien évidemment tous les événements qu'il y a autour des films, tout ce qui se fait dans nos cinémas. Ça peut être les ciné-karaokés, ça peut être la nuit de l'horreur, les nuits de l'horreur. Enfin, dans tous les cinémas, il y a des choses comme ça assez particulières. Et puis, bien évidemment, les rencontres. Je crois, tu les as, les chiffres, Stéphane. Je crois que sur les cinémas d'Est Ensemble, et notamment via le Méliès, on a plus de 500 rencontres par an, c'est ça. Et sur le plus gros des MK2 ou des UGC, je ne sais plus... mais on est moins, il y a moins. Les Halles font moins de rencontres avec l'équipe de film que nous. Voilà, que le Méliès, voilà. Donc, les rencontres sont des présentations de 3 minutes et qui font ça comme des rencontres. Et là, on a les équipes qui viennent, vous le voyez, vous le savez, des équipes qui viennent. En plus, nos cinémas sont attractifs parce que les artistes aiment venir dans nos cinémas, aiment rencontrer les équipes et puis les spectateurs et les spectatrices. Donc de ce côté-là, voilà, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et puis vous dire qu'en tout cas sur le réseau d'Est Ensemble, on a évidemment toujours le cinéma de Bobigny qui est en préparation, qui sera aussi un cinéma 6 salles. Et puis les ciné plein air cet été reprennent avec les chiffres, je crois que c'est 35 ou ça. Une petite quarantaine aussi. Une petite quarantaine sur l'ensemble des villes d'Est Ensemble. Voilà. Bon, c'est à peu près tout ce que je veux vous dire pour le moment. Puisque tu parlais de chiffres, je vais quand même faire une petite actualisation sur 2023, puisque du coup on vient de finir le premier semestre. Et vous savez, nous on aime bien les chiffres dans l'exploitation, déjà parce qu'on se compare un petit peu avec les autres, on aime bien ça, mais aussi parce que ça signifie quelque chose en termes de services publics rendus à la population. Et il se trouve que le premier trimestre 2023, on était à égalité, à 300 entrées près avec le premier trimestre 2019. L'année 2019 restant pour nous une année de référence. Déjà nationalement, c'était une très bonne année, mais en plus pour le Méliès, c'était une année record. C'était un peu le moment où, après son ouverture en 2015, il avait atteint un certain palier. Et sur le deuxième trimestre, on a largement explosé le deuxième trimestre de 2019. Et donc, du coup, on a fait le meilleur deuxième trimestre de toute l'histoire du Méliès. Ce qui signifie que le premier semestre 2023 est devant le premier semestre 19. Donc, on est vraiment sur une année record à ce stade. Et ça, c'est porté par, évidemment, la politique d'animation de la salle, la programmation, etc. Tout ce que vous fréquentez déjà. Mais c'est aussi porté, et je dois le souligner, par le travail d'un collègue qui est au fond là-bas, Alan, qui s'occupe du jeune public, sur des séances qui sont assez invisibles pour vous, puisque c'est surtout les séances du matin, les séances de loisirs, etc. Mais il y a eu là-dessus une augmentation assez considérable du volume d'accueil de classe, etc., grâce au travail d'Alan, qui permet aussi de continuer à croître. Nationalement, la baisse pour le premier semestre est de 11% par rapport à la période 2017-2019. Nous, on est plutôt à plus 6. On est à plus 6 sur 2019. Donc, non, ça marche mieux qu'ailleurs, pour être clair. Ce qui n'empêche qu'on avait assez envie de temps régulier, alors peut-être plus régulier qu'avec l'ancien Conseil du cinéma, mais d'échanges autour de la vie du cinéma de façon un peu large.
Je peux rappeler un tout petit peu dans quelles conditions le Conseil du cinéma est né dans la première version, avant même Alexis. C'est dire si je suis ancien dans ces fonctions. Brard l'avait mis en place pour des raisons de stratégie politique, mais c'est devenu un outil intéressant. Avec Claire Pessin-Gary qui s'était dit que, puisque le cinéma allait être municipalisé, il fallait donner des gages d'une consultation démocratique pour maintenir l'esprit d'un cinéma associatif. Et donc l'idée, c'était ça, c'était de rendre des comptes aux spectateurs et pour représenter les spectateurs, de créer des catégories qu'a évoqué tout à l'heure Alexis. Et donc il y avait des professionnels du cinéma, il y avait à un moment un collège d'enseignants, il y avait les représentants de Rancaro-Méliès nés en même temps, etc. Et puis il y a eu la question de est-ce que ce Conseil du cinéma, qui a été très important pour créer ce lieu, il a été vraiment un point d'appui fort pour mobiliser, y compris les élus de la majorité d'alors, pour donner une dynamique générale pour créer un nouveau Méliès. Voilà, quel sens il avait une fois que le lieu existait, et puis surtout quel sens il avait dès lors que le Méliès était transféré à Est Ensemble. Et donc on l'a remplacé à un moment par une espèce d'assemblée générale ouverte à tous, et puis on a envie d'une formule qui soit un peu intermédiaire entre les deux, c'est-à-dire à la fois de convier les professionnels du cinéma pour un point de rendez-vous, comme ça, parce qu'ils sont les premiers concernés aussi par la vie de cette salle, et puis de l'ouvrir à tous, et donc de le publier dans le programme, pour faire en sorte que chacun puisse venir dire son mot sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qu'on fait bien, ce qu'on fait moins bien, dans un esprit d'échange. Maintenant, vous avez même le directeur de la culture d'Est Ensemble qui vient d'arriver, Fabrice Chambon, Victor Courton, chargé de la conquête des publics et de la communication, Auréa qui est à l'accueil, et Alan Chic, responsable du jeune public. Donc vous avez une partie de l'équipe, Marie Boudon nous rejoindra peut-être tout à l'heure, la programmatrice, mais on est tous là pour répondre éventuellement à des questions, des suggestions, etc. Et le micro est là. Y a-t-il des professionnels dans la salle? Oui, c'est ça. Il y a Alan, non, c'est parce que Alan lève la main. Il y en a plusieurs qui nous ont répondu par ailleurs qu'ils n'étaient pas dispo, genre Dominique Cabrera est à La Rochelle. Voilà, 2 de ses films qui étaient montrés, 3 même. On montrera peut-être fin septembre, début octobre ici. Voilà, donc il y en a un certain nombre qui nous ont dit que là, ils n'y arrivaient pas, que la période n'était pas la plus idéale pour eux, mais qu'ils seraient volontiers là pour le deuxième conseil. Ce sera quand, le deuxième? Essaye de donner du chance au premier avant de dater le deuxième. Non, Non, c'est toi qui en parle, les deuxièmes. Oui. On a dit tous les 6 mois, par exemple. Les 6 mois. Que ce soit ni trop lourd, ni trop distant. Ouais. Je ne vais pas parler que du Méliès, parce que je viens 2, 3, 4 fois par semaine au cinéma. En tant que retraité, j'ai le temps. Il y a tellement de films intéressants à voir. Mais je regrette quelque part qu'il n'y ait pas d'informations sur tout ce qui se passe dans les cinémas d'Est Ensemble, dans chaque cinéma. Par exemple, ça fait des années que je vais au Festival du film franco-arabe au Trianon, organisé par la ville de Noisy-le-Sec, et jamais on en parle au Méliès, alors que c'est vraiment un temps très intéressant. Et puisque madame, vous êtes là et que vous faites partie d'Est Ensemble, est-ce qu'il est envisageable de temps en temps, quand il y a des choses intéressantes, le Festival du court-métrage, ou 104 à Pantin, enfin tout un tas de choses, de faire des informations particulières. Pas forcément sur le journal du Méliès, mais qu'on puisse déposer des documents qui informent de ces manifestations. Réponse Victor Courge. Bonjour. Voilà, je m'occupe de ces choses-là, donc je vais vous répondre d'abord particulièrement sur le festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec, auquel nous sommes associés. Et donc, nous accueillons leurs affiches, leurs programmes, et nous programmons également au moins une séance, peut-être plus. C'était dans cette même salle il y a maintenant plusieurs mois, au mois de novembre, et nous recevions le cinéaste Rabat Amarzemesh pour la projection de son film Le Gang des Bois du Temple, avant même sa diffusion à la Berlinale. Par ailleurs, voilà, dans les premières parties, on diffuse la bande-annonce du festival comme on peut le faire sur d'autres manifestations, pas uniquement des cinémas, mais parfois du théâtre, etc. C'est des choses qu'on essaye de mettre en avant
Sur l'accueil des programmes, nous, on est évidemment ravis de pouvoir mettre en avant la programmation des autres équipements d'Est Ensemble, et on est, comment dire, c'est déjà compliqué d'arriver à vous faire passer toutes les informations qui concernent ce qui se passe juste au Méliès. Et il y a plus d'un événement par jour, 183 projections en présence d'équipes de films, ça fait vraiment beaucoup de sollicitations. Donc c'est vrai que c'est là-dessus qu'on se concentre. En revanche, après, on étend progressivement. Alors on a aussi une vision montreuilloise, et il est vrai qu'on a plutôt tendance peut-être à mettre en avant nos voisins du théâtre, enfin, des différents théâtres, de Berthelot, du TPM, de mettre en avant les programmations musicales et pas celles qui concernent le cinéma. Mais si on recevait les programmes du Cinoche ou du Trianon, pour parler des salles qui sont les plus proches de nous, hein, on les mettrait évidemment en avant. Après, il se trouve que tout ça est régi par des systèmes de distribution de programmes souvent municipaux, et donc il n'y a pas tellement de connexion entre les villes. Et quand par exemple le programme du Méliès part à la distribution, il part à la fois grâce aux agents de la ville de Montreuil et de l'imprimerie municipale, et donc il est disposé dans tous les lieux publics que peuvent être les antennes de quartier, les centres sociaux, les bibliothèques, les piscines. Enfin, ça, ce sont des lieux d'Est Ensemble, mais la mairie assure la distribution là-bas. Et notre équipe complète la distribution par une tournée en voiture qui va, grosso modo, de Vincennes à Romainville, en passant par Bagnolet, le 20e. Enfin, on essaye d'être assez large. Et on a aussi des accords avec nos collègues des autres cinémas qui sont de ne pas diffuser notre programme trop proche de leur salle, parce que parfois on est vraiment très proche. Et il y a des enjeux aussi de communiquer avec, d'être en adéquation avec le lieu d'habitation de ces spectateurs. Donc l'idée, c'est plutôt auprès des habitants de Bagnolet de les informer que le film passe au Cinoche, et auprès de ceux de Montreuil qui passent au Méliès. Ceci dit, sur les événements qui peuvent se dérouler en plusieurs équipements, on participe dès que possible, que ce soit des initiatives individuelles ou alors des initiatives portées par Est Ensemble. Et il y a des manifestations tout au long de l'année où on vient nous fournir une séance animée, et on en profite pour communiquer sur toutes les autres. Voilà. Je complète juste sur un point, qui est que ça nous est arrivé aussi de coprogrammer, notamment des rétrospectives d'été, en particulier avec le Cinoche de Bagnolet. C'est-à-dire que quand une rétrospective était trop large, parce qu'il y avait 15-20 films, on appelait Franck Sescous et on lui disait, écoute, nous on va faire cette rétrospective, mais on ne montrera pas les 20 films, est-ce que tu veux qu'on s'entende pour se partager, et de sorte que dans notre programme, on indiquait, voilà, vous pouvez voir ces 7 films chez nous, et les autres, vous pourrez les voir du temps au temps au Cinoche de Bagnolet. Donc on essaye de le faire en bonne intelligence, on a un très très bon rapport avec eux, et donc évidemment il y a cette espèce de paradoxe qui est à la fois de vouloir mettre en place en valeur le réseau, et en même temps de ne pas brouiller la communication pour que les gens sachent un tout petit peu se repérer. J'allais dire, on a presque la même en interne, c'est-à-dire que quand on doit communiquer sur les séances en plein air, on s'arrache un peu les cheveux aussi en se disant, oui, mais si on le met dans le programme de la salle, il y a des gens qui vont venir à la salle direct sans réagir, et donc on est sans cesse en train de se poser des questions sur l'adéquation de notre communication, d'où parfois des tirés à part, des flyers, pour essayer de montrer que le Méliès n'est pas que dans les murs, mais parfois aussi hors les murs. Et je rajoute simplement une information pratique et utile, ce qui est toutes les salles d'Est Ensemble ont en commun d'avoir évidemment des réseaux sociaux et une newsletter. Il serait trop compliqué de faire une newsletter commune cinéma au niveau d'Est Ensemble, parce que nous-mêmes, on ne peut pas tout mettre dans nos newsletters. En revanche, si vous avez des salles que vous souhaiteriez fréquenter, je ne sais pas lesquelles, ça peut être le Ciné Central, vous pouvez, chaque salle a sa newsletter qui est très bien faite, et voilà, vous vous abonnez, vous aurez des newsletters qui ont généralement un rythme mensuel ou bimensuel. Après, la question que vous soulevez, c'est la difficulté de l'agglo, en fait, qui est d'ailleurs Est Ensemble, c'est une coopérative de ville, en fait. Et sur les établissements culturels qui ont été transférés, donc les bibliothèques, les conservatoires et les cinémas, l'idée, c'est vraiment que chacun, évidemment, que chaque équipement soit autonome, que ce ne soit pas un réseau qui ne soit pas centralisé. Parce qu'on part du principe que chaque ville a ses caractéristiques, et que les directrices et directeurs d'établissements sont celles et ceux qui connaissent le mieux
le territoire et les publics. Et ce que disait Stéphane ou Victor, enfin, le travail qui est fait avec les autres équipements de la ville, voilà, ça nous semble plus important pour les usagers qu'un travail vraiment de réseau qui serait chapeauté, etc. Mais c'est vrai que du coup, en termes de communication, on se pose toujours la question, c'est toujours compliqué. Même quand on a envie, on voit par exemple, à Montreuil, on a les journées du matrimoine qui sont très importantes, qui sont portées par la ville. Et on se rend compte que dans beaucoup de villes, les élus ont envie aussi d'avoir des journées du matrimoine. Alors dans une ville, ça va être les conservatoires qui portent, dans une autre, ça va être... Et qu'on a du mal, on s'est dit, peut-être qu'on essaye de le faire sur Est Ensemble, sur les 9 villes. Mais c'est super compliqué parce qu'en fait, les habitantes et les habitants regardent ce qu'il y a chez eux, c'est normal. D'autant plus que sur ces équipements culturels, on en a quasiment un dans chaque ville. Donc, alors pour le cinéma, c'est un peu moins vrai, mais les bibliothèques et les conservatoires, chacun va au plus près, quoi. Voilà. Donc la communication sur Est Ensemble est très compliquée à faire, quoi. L'idée étant vraiment quand même que le focus soit mis sur chaque ville, quoi. En particulier les transports. Les transports, c'est-à-dire Si on veut aller Ah bah oui, ça, de toute façon, de banlieue à banlieue, c'est l'enfer, quoi. C'est l'enfer. Mais c'est le Trianon, il y a 322 qui vous découvre. Oui. Oui, mais après, bon, voilà. Pantin, c'est beaucoup plus Ouais. compliqué. Mais c'est pour ça d'ailleurs que la communication des cinémas est laissée aux villes aussi. Mais c'est normal. Moi, je parlais juste des événements. Ouais, je comprends. Par exemple, il va y avoir le festival du film de Montreuil. Autant le diffuser sur Est Ensemble. D'ailleurs, sur l'écran, à la fin, il y a toujours Est Ensemble, il y a toujours une pub sur les activités d'Est Ensemble, sur les poubelles d'Est Ensemble, sur l'été d'Est Ensemble, mais pas sur les événements particuliers qui se passent au cinéma sur Est Ensemble. Après, c'est une suggestion, je ne vous reproche rien, mais Oui, c'est un petit peu dommage. On est là pour ça. Voilà. Non, mais... Et on s'est évidemment posé la question d'identifier 3 festivals, par exemple, dans l'année, ou 4, sur lesquels la communication serait intersalle, et notamment le Festival du film de Montreuil, mais aussi côté court à Pantin, mais aussi les enfants au cinéma au Trianon, par exemple. Et je glisse juste avant qu'Antoine prenne la parole, que par ailleurs, le film de Rabat, donc, il va enfin sortir, puisqu'on a fait l'avant-première très 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 tôt, et que du coup, comme on a fait l'avant-première très 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 tôt, on va refaire une rencontre avec lui, puisque le film n'était pas encore identifié quand on l'a accueilli à l'occasion de cette séance hors le mur du festival de Noisy. C'était plein quand même. C'était plein quand même, et ce sera repeint à nouveau. Moi, je voulais juste glisser un truc par rapport aux pré-séances, enfin, les avant-programmes avant les séances. On a donc aujourd'hui 15 minutes de pub, bande-annonce, informations diverses. Il y a quand même beaucoup de publicité là-dedans. On a la régie publicitaire Médiavision nationale et la régie locale Publicinex. Et c'est vrai que la présence de ces 2 régies publicitaires nous contraint aussi énormément en termes de temps. Et c'est vrai qu'on se concentre sur ce qui existe en tant qu'information descendante d'Est Ensemble, c'est-à-dire les politiques du moment, les déchets, l'été, des choses comme ça. Et il se trouve qu'on passe déjà beaucoup de temps à faire la communication de nos salles de cinéma, chacun séparément. Et en fait, on n'a pas le temps non plus, ni l'argent, de produire du contenu diffusable, propre, clean, avec les informations pour toutes les salles. Et donc c'est vrai que c'est aussi une difficulté de temps, d'argent et de place aussi en avant-programme. Sur cette question justement de la mutualisation, là on en parlait au niveau de l'information des événements, mais il y a aussi une autre question que je voulais vous poser, Alexis, puisque justement vous êtes bien placé au niveau d'Est Ensemble. Est-ce que ça serait utile, important et intéressant au niveau de l'exploitation, le bilan d'exploitation de chaque du Méliès et les autres, que chacun ait une vision, parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas actuellement pour chaque, par exemple ici pour le Méliès, puisqu'on est quand même ici pour parler du Méliès, ce que représente en termes de résultats, finalement. Alors, non pas qu'il faudrait le faire, mais je vous pose la question, est-ce que ce serait utile et important que chaque cinéma sache à peu près combien, qu'est-ce qu'il représente Vous voulez dire en termes de nombre d'entrées Non, parce que les entrées, vous les connaissez. Oui. Ce que vous connaissez pas, c'est le résultat d'exploitation, a priori. Le résultat d'exploitation. C'est quoi le résultat d'exploitation? S'ils sont bénéficiaires, ou quelle part ils représentent, qu'est-ce qu'ils amènent qu'est-ce que le Méliès amène par rapport aux autres salles, qu'est-ce que chaque salle.
Non, je vous demande, est-ce que c'est une question qui vous Ouais, paraît c'est importante? peut-être- Est-ce que- Mais c'est une question importante. Ouais. Alors, je vais vous dire parce que je ne connais pas ces chiffres Alors, par cœur. Fabrice Chambon, directeur des affaires culturelles de Ensemble. Et donc nous avons ces chiffres. Globalement, les cinémas d'Est Ensemble rapportent en recettes de billetterie à la collectivité la moitié de ce qu'ils coûtent au global en frais de fonctionnement, personnel inclus. On les paye très cher, c'est le personnel qualifié qui anime le cinéma si brillamment. Et du coup, non, je rigole bien sûr, mais on pourrait les payer plus, sans doute. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que voilà, les cinémas rapportent la moitié de ce qu'ils coûtent à la collectivité. Mais c'est un choix aussi, puisqu'on a des recettes de billetterie, des prix qui étaient à 6 euros au tarif plein, qui viennent de passer à 7 euros, parce que, j'en profite, l'augmentation du coût des fluides, des matières premières, voilà, l'inflation nous a conduit à devoir revoir un certain nombre de politiques tarifaires dans les cinémas, dans les conservatoires, pour d'autres politiques publiques également. Mais voilà, alors je n'ai pas les chiffres. On a le nombre d'entrées, pour les différents tarifs, et donc on est en capacité, à la direction des finances, il y a ces chiffres cinéma par cinéma. Mais encore une fois, je ne les ai pas par cœur, il n'y a pas de difficulté, je pense, je parle sous le contrôle de la vice-présidente, mais pour les faire connaître, et il n'y a rien de secret, tout ça est voté par la collectivité chaque année, les tarifs sont votés, et puis il y a un compte administratif qui est voté chaque année à l'issue de l'année budgétaire. Donc tout ça est public, c'est connu, et on peut évidemment transmettre ces informations. C'est même intéressant, je pense, de montrer aussi que voilà, ce que c'est qu'un cinéma public, ce que c'est qu'une politique culturelle publique, que oui, ça a un coût pour une collectivité, et oui, c'est un choix, quoi. C'est un choix politique qui n'est pas fait par... Il ne faudrait pas l'informer un peu plus ou communiquer de temps en temps, justement, pour que ce ne soit pas quelque chose de trop flou dans l'esprit des gens? Sur le coût des politiques publiques, vous voulez dire? Oui, par exemple. Ouais. Ça, on peut le faire. Moi, je le fais assez fréquemment quand j'interviens, mais c'est vrai que on le fait à travers nos différents outils de communication, à travers les bilans, à travers les newsletters d'Est Ensemble. On le fait quand même. On le fait. Après, est-ce qu'on capte tout le monde? Est-ce que tout le monde a envie d'être capté? Ça, c'est autre chose. Hein. Je ne suis pas sûre que tout le monde ait envie d'entendre ou... voilà, il y a des gens que ça n'intéresse pas. Puis, en fait, c'est comme pour toutes les politiques publiques sur un territoire, quand il y a une habitude qui s'est créée depuis toujours, et donc on se rend plus compte que c'est quelque chose d'assez rare quand même, et qu'il faut l'effort de toutes et tous pour pouvoir continuer à développer ces politiques. Moi, honnêtement, hein, quand je dis quand je suis en province, ou quand je suis invitée dans des débats à parler du cinéma public, et que je représente une collectivité déjà où il y a le Méliès, donc le Méliès est connu et très identifié, et que sur l'ensemble des 9 villes, on a 6 salles de cinéma public, il y a beaucoup de gens, il y a un gros point d'interrogation, et il y a beaucoup de gens qui disent, mais ça sert à quoi? Mais vraiment, ça sert à quoi voilà, c'est un cinéma public au XXIe siècle, au moment où on a tout là. Et là, on commence à s'en rendre compte, parce qu'on voit comment les méga, les salles, les MK2, etc., ont quand même chuté, alors que nous, on arrivait à... Voilà, qu'est-ce qu'on amène en plus? Et ça, il faut le dire, quoi. Et après, mais il faut expliquer tout le temps, qu'est-ce que c'est que l'éducation à l'image pour des jeunes. Et voilà, et ça, c'est pas mesurable. En fait, les plus-values de nos cinémas publics, mais toutes les politiques publiques, je pense que c'est pas mesurable. On ne peut pas quantifier, mesurer ce que peut apporter la culture dans la vie de quelqu'un. Est-ce que ça peut... c'est Churchill qui disait, je crois, pendant la guerre, quand on lui a dit il faut peut-être arrêter de financer la culture, il a dit bah alors pourquoi on fait la guerre? Ben voilà, bon, mais c'est vraiment ça, quoi. On ne peut pas savoir. On pourrait savoir, si demain tout s'arrête, on pourra voir à moyenne échéance ce que ça donne sur notre société, mais c'est pas mesurable. Il n'y a que nous qui y croyons fortement et qui disons si, ça fait tenir beaucoup de choses. Et puis il y a l'émancipation qui va avec, mais ça, pareil, hein, quand on parle d'émancipation, c'est très loin de beaucoup de gens. Moi, on est un peu des ovnis, hein, sur nos territoires. Quand même. Je peux juste communiquer la recette guichet sur l'année 2019, par exemple, ce qui est facile à calculer. En gros, on rapporte et après on reverse le 40% au distributeur
et au circuit des ayants droit, mais la recette guichet à l'année, c'est 1 500 000 euros. Donc les spectateurs nous permettent, au Méliès, d'avoir 1 500 000 euros de recette guichet. 600 000 dans les cases. La moitié de ce qui est glané, Non, 40. ouais, un peu moins de la moitié, est reversé. Non. Et du coup, bon, nous, on récupère, en gros, encore une fois, je le disais, nous, on arrive à financer la moitié des coûts de fonctionnement du cinéma. Par exemple, pour les conservatoires, c'est de l'ordre de 10%. Il y a 10% des coûts de fonctionnement des conservatoires qui sont financés par les recettes des usagers. Et puis pour les bibliothèques, c'est 0%, puisque tout est gratuit. Et donc, voilà comment fonctionnent nos 3 réseaux d'équipements, sachant qu'au global, tous ces équipements, ils coûtent chaque année à peu près 30 millions d'euros. Voilà, pour faire fonctionner ces 3 réseaux d'équipements à l'échelle d'Est Ensemble, c'est 30 millions d'euros, dont 27 millions quasiment sont des salaires, des traitements d'agents de la fonction publique. 27 millions sur 30 millions. Et il y a 3 millions qui sont des coûts de fonctionnement. 3 millions, 27 millions, 30 millions au total, c'est à peu près, et là je vais être imprécis, mais une douzaine pour les conservatoires, une douzaine pour les bibliothèques, et environ 6 pour les cinémas. Voilà le ratio par réseau d'équipement. Alors après, c'est 8 conservatoires, 6 000 inscrits, c'est 13 bibliothèques et 55 000 inscrits. Et puis c'est 6 réseaux de cinéma, 13 salles, et près de 600 000 spectateurs. Voilà en gros, et du coup, voilà pour les quelques chiffres, pour que vous ayez en première intention une vision de ce que coûtent les politiques publiques culturelles menées par Est Ensemble, qui donc, je le rappelle, concernent les bibliothèques, les conservatoires et les cinémas, sachant que globalement, le spectacle vivant et les arts plastiques sont restés la compétence des villes, même si évidemment, il y a sous la houlette Alexis prend soin de réunir tous les mois et demi, les élus de la culture des 9 villes et les directions de la culture des 9 villes pour réfléchir ensemble. Donc il y a bien des stratégies communes. Oui, ça, voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'elle a mis en place en arrivant pour s'assurer qu'il y ait une articulation pertinente entre les politiques publiques des villes et d'Est Ensemble. L'idée, c'est aussi à travers finalement cette coopérative de ville de voir comment on peut... par exemple, on a à chaque réunion de ce groupe de culture, on fait venir une association ou un grand opérateur du département. En général, ça peut être Ville des musiques du monde, on a Zéro, enfin sur des compétences qui ne sont pas forcément les compétences d'Est Ensemble, mais où les associations viennent, développent ce qu'elles font, enfin leur mission, etc. Ce qui peut aussi permettre à l'ensemble des villes de connaître un nouvel opérateur, de regarder comment on peut mutualiser encore sur certaines choses. Enfin bon voilà, et ça c'est complètement... c'est officieux, quoi, parce que les compétences d'Est Ensemble ne sont pas ça. Mais finalement, cette agglo nous permet aussi, de fait, puisqu'elle existe, ça nous a permis aussi quand même de nous regrouper et d'échanger, et ça c'est pas mal. Alors que si c'était pas obligatoire, quelque part, je pense qu'on le ferait pas, parce que tous les élus, mais comme tous les agents du service public, on a le nez dans le guidon, on est à fond dans ce qu'on fait. Et aller voir ce qui se passe ailleurs, c'est pas toujours facile. Donc là, on y est un petit peu contraint et du coup, on développe ça et on s'est rendu compte que, en termes de politique culturelle, ça avait un petit effet. Je sais pas, peut-être que vous pouvez témoigner aussi de ça sur des rencontres avec les autres cinémas, j'en sais rien, hein, mais Non, ils veulent pas. Si, si. Je veux bien, mais j'ai pas saisi la question. T'as rien écouté. Non, en fait, je disais que le fait qu'il y ait cet agglo, y compris alors pour vous, c'est plus bon, les cinémas, ça reste dans ce qu'on appelle le réseau Est Ensemble, donc c'est une compétence Est Ensemble, mais qu'au-delà des compétences Est Ensemble, on est de façon très informelle. Ça nous a permis de réunir des élus et des équipes des villes, des directions culturelles, pour échanger de façon beaucoup plus large et pour pouvoir mutualiser les choses et du coup rendre peut-être plus efficaces nos politiques culturelles, enfin essayer de les développer un petit peu mieux et autrement en tout cas. Non mais oui, c'est juste pour donner quelques exemples, puisque c'est ce que tu appelles TV, c'est ça. En gros, ça prend plein de formes, ce que dit Alexis. Ça prend à la fois la forme de création de projets nouveaux
qui émergent de ces discussions. Par exemple, Alexis pointe depuis son premier mandat à Montreuil le fait que on a une visibilité trop faible de ce qu'on appelle les cultures urbaines autour du hip-hop, que ce soit dans ses versions danse, musique, art plastique également. Et du coup, il y a eu plusieurs tentatives, plusieurs réflexions pour tenter de porter des projets dans ce domaine-là. Et y compris, peut-être, tu en diras deux mots, mais on pourra parler de l'ancien cinéma Méliès. Tu pourras dire ce que tu as apporté. Mais et voilà, au niveau d'Est Ensemble, par exemple, il y a eu une opportunité à un moment donné de travailler autour de la question des danses urbaines. Et donc, Alexis a proposé aux autres élus que tout le monde s'associe pour imaginer une saison consacrée aux danses urbaines qui aboutira à une forme de festival. Et je déflore un tout petit peu un projet qui n'est pas... qui est en train d'être porté à la connaissance du public à la rentrée, mais il y aura une saison consacrée aux danses urbaines pour valoriser, et il y a une prise de conscience du coup de l'ensemble des villes, qui chacune dans son coin réfléchissait déjà en partie à ces problématiques, mais il y a eu un effet, il y a eu une forme de... Cet ensemble a joué le rôle de catalyseur, et donc a permis de donner une ampleur plus grande à cette réflexion-là, et donc C'est ça, ça a permis d'aller chercher une association, une grosse association qui est sur le territoire, qui va coordonner tout ça. Ça permet aussi d'aller chercher de l'argent et de mutualiser, du coup, puisque vous connaissez les finances des villes, les difficultés financières qu'on a. Donc du coup, ça permet aussi d'aller chercher, là en l'occurrence sur 2024, ce sera de l'argent du département, après ce sera encore autre chose, j'espère. Et voilà, mais ça permet, ce travail permet de réfléchir ensemble, puis après de mutualiser des choses. Et puis là, par exemple, sur les cultures urbaines, là, il y a des déplacements qui sont beaucoup plus facilement, souvent ce sont des jeunes, donc s'ils savent qu'il y a un concert ou s'il y a un spectacle à un endroit, ils vont se déplacer beaucoup plus facilement que nous, d'un cinéma à un autre, ou quand on l'a en bas de chez soi, on va dans notre cinéma, quoi. Et ça permet aussi ça, quoi. Alors, je crois que j'ai compris les exemples qu'il fallait donner, mais j'en donnerai un autre et qui est bien en place. Et pour la 3e édition, enfin, je veux dire, depuis la pandémie, etc., c'est la saison de plein air. Où là, pour le coup, on fonctionne entre villes avec une coordination au sein d'Est Ensemble. On fait usage d'un équipement, d'un des cinémas qui est itinérant. Et c'est assez unique d'avoir un cinéma itinérant en zone urbaine. Ça n'existe pas tellement dans d'autres coins de France. Et d'ailleurs, sa programmatrice est là, pour l'écran nomade. Et cet équipement circule. On a réussi quand même assez rapidement à se coordonner pour éditer un programme qui est disponible juste là, pour permettre le déplacement de ce camion, mais surtout des spectatrices et des spectateurs. L'idée étant qu'on puisse se déplacer pour voir un film en particulier dans une ville qui n'est pas la nôtre. Et en même temps, pour nous, c'est aussi l'occasion d'aller apporter le Méliès, ou plutôt l'écran nomade, mais en tout cas d'aller physiquement un peu partout dans tous les quartiers de la ville pour leur dire, voilà, c'est vrai que c'est loin et le réseau de bus c'est pas toujours fonctionne pas toujours très bien. Donc c'est normal qu'on vienne à vous pendant l'été. Voilà. Et même en termes de communication, c'est aussi un projet commun qui a mis du temps à se construire. Et même au sein de Montreuil, ce n'est que depuis cette année, ça a commencé un peu l'année dernière, que le Méliès fait pleinement partie des comités techniques de préparation de l'été pour avoir une activité qui synchronise le fonctionnement de la direction de la jeunesse, le fonctionnement de la direction de la culture, le fonctionnement d'Est Ensemble, et s'assurer que à la fin d'une journée d'activité bien remplie, il y aura à manger, de la musique et une projection en plein air. Voilà. C'était un des exemples de coordination. Fabrice, et après il y avait d'autres questions. Pardon, et juste pour signaler, parce que effectivement, le Ariel Mess, la directrice de ciné de l'opération Ciné sous étoile, la programmatrice, est arrivée avec Christelle Gros-Henri Fastrez, qui est la directrice déléguée du réseau des cinémas d'Est Ensemble, donc et qui justement a en charge le fait de porter un certain nombre de dynamiques professionnelles, parce que on l'a pas dit, parce que nous c'est notre quotidien, mais du coup vous posiez la question de ce réseau, pourquoi faire quelque part. Et ce réseau, il permet aussi de partager des dynamiques professionnelles, que ce soit pour les cinémas, mais aussi pour les bibliothèques ou les conservatoires, c'est-à-dire d'échanger sur des problématiques qui peuvent être à la fois parfois de programmation, d'organisation, on a plusieurs problématiques métiers par exemple, c'est-à-dire que les projecteurs, je ne suis pas le mieux placé pour en parler parce que je n'y connais rien, mais les projecteurs vont être remplacés par une nouvelle génération de projecteurs laser, plus respectueux de l'environnement, etc., etc.
Donc, dans ces cas-là, le fait d'être à plusieurs, ça fait baisser les prix, ça permet de s'entendre sur de mieux préciser le cahier des charges et de se doter, d'acheter les meilleurs. Et puis par ailleurs, pourquoi pas, quand on a un problème, le partager, s'échanger des pièces, le cas échéant. Je vais m'arrêter parce que je vais dire des bêtises, mais en tout cas, vous voyez bien l'intérêt que ça peut représenter sur tout un certain nombre de fonctions support. On est plus efficace quand on est nombreux, et évidemment, ça vaut aussi pour les cinémas. Il y a un groupe de travail, par exemple, sur le jeune public, des collègues qui travaillent ensemble, qui réfléchissent, tiens, qu'est-ce que tu fais toi, c'est quoi ta programmation, quelles animations, et du coup, on partage, et évidemment, on est plus intelligent à plusieurs. Allez-y. Bon, oui, bonsoir. Vous avez évoqué à plusieurs reprises un sujet qui me paraît très important, qui est effectivement l'éducation à l'image. Donc, je voulais savoir un petit peu quel était le public concerné par cette éducation à l'image. Vous avez parlé un peu des centres de loisirs tout à l'heure. Je voulais savoir aussi quelle était la pédagogie qu'il y avait derrière un petit peu cette participation au Méliès. Est-ce que, au-delà, si vous voulez, d'assister à un film, il y a tout un accompagnement par rapport justement à cette éducation? Donc cette première question, c'était qui ça concernait et comment cette éducation était mise en forme. La deuxième chose, c'était pour revenir au problème de résultats d'exploitation. Tous les centres de loisirs qui participent à ces séances ne paient pas, a priori. Donc, quelque part, ça augmente la fréquentation, ce qui est une très bonne chose. Est-ce que la ville de Montreuil reverse, je ne sais pas, à Est Ensemble, les places de cinéma qui ont été... voilà. Donc, sinon, ça ne marche pas comme ça, mais Alan Chic, le responsable voilà, public, va tout vous dire. Voilà, et donc, dans le prolongement, c'était de savoir s'il y avait aussi une politique d'éducation à l'image, en tout cas pour les plus âgés, pour les adolescents, sur ce public, effectivement, qui me paraît très important. Enfin, moi, étant assez représentatif de la moyenne d'âge quand même des spectateurs, ça me paraissait justement important de savoir aussi comment on pouvait... Alors, je sais qu'on favorise déjà au niveau tarifaire, voilà, tout ça, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres possibilités? Vous parliez tout à l'heure de ça. Voilà, une dernière petite question rapide. Quand est-ce qu'on ouvre les 2 nouvelles salles? Quand est-ce qu'il y aura 2 nouvelles salles? Vu le grand succès, quand est-ce qu'il faut ouvrir d'autres salles? Je réponds maintenant ou Mais viens là, sinon tout le monde va être dos à toi. Ah oui, c'est ça. J'allais me lever. C'est toi les gars. Oui, voilà. Ça fait défoncer les boutiques pour marcher très très bien. Évidemment. Pourquoi que 2? Il va y avoir plein de places. Je veux bien, monsieur, que vous synthétisiez vos questions, parce que je ne suis pas sûr d'avoir tout saisi. J'ai bien compris qu'il y avait un enjeu sur qui vient au cinéma en termes de jeune public. Vous vouliez savoir qui venait, et il me semble qu'il y avait une question qui concernait sur qu'est-ce que font ces gens au cinéma, c'est ça? Non, on parle d'éducation à l'image. Donc, oui, bien sûr, le support pédagogique, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que c'est au-delà du fait d'assister au film, est-ce qu'il y a, je crois, une présentation? Bien sûr. Je sais pas quoi. C'était aussi une question sur les moyens mis en œuvre et qui paye pour les centres de loisirs. Et qui paye pour les centres de loisirs. Donc déjà bonjour tout le monde, je pense que je connais la majorité d'entre vous, je m'appelle Alan Chic, je travaille ici depuis... je peux pas le dire, ça me déprime. Non, je rigole. Je suis arrivé en 2015 et puis je suis sur le jeune public depuis 2019. Et donc je vais essayer de répondre le plus clairement possible. Sur les centres de loisirs, c'est très très simple, les enfants viennent... Donc vous savez, il y a 28 écoles à Montreuil, primaires, un peu plus je crois qu'il y a 27 maternelles, ouais, 51 en tout. Et les centres de loisirs, c'est très simple. J'adore la façon dont je travaille avec les centres de loisirs, c'est que je leur fais une programmation, ils me font totalement confiance. Et on alterne entre maternelle un mercredi, et le mercredi suivant, ce sont les primaires. Là, par exemple, les maternelles, la semaine dernière, on a vu Robin des Bois de Disney l'animé. Et les primaires verront demain un film qui s'appelle La Petite Bande de Pierre Salvadori, qui est un film que j'adore. Et je suis sûr qu'ils vont être complètement... Ils vont adorer le film. Enfin, j'en suis sûr. Et sur le prix, c'est 2,50 €. On a eu une réflexion collective sur l'augmentation des tarifs en direction des publics scolaires. Et pour l'instant, ça ne change pas. Et c'est vrai que du coup, c'est un coût direct. Enfin, c'est les collectivités territoriales qui vont avoir à payer, parce que c'est la mairie de Montreuil qui paye ces séances voilà, de façon régulière, on facture tous les trimestres. Et ça représente, il y a environ 250 gamins qui viennent chaque mercredi, une vingtaine d'animateurs qui sont tous très sympas et très contents. En tout cas, on sent qu'ils sont très contents de venir. Sur la question des publics, de l'éducation à l'image, alors moi, les plus jeunes qui viennent sont des crèches. On a des séances avec des crèches qui viennent dès 2 ans, à partir de 2 ans, 24 mois. Et les plus vieux, après, la bande supérieure, elle est toujours difficile à définir, mais
en tout cas sur le temps scolaire, on a des lycéens, voire parfois des enseignements supérieurs. Et hors temps scolaire, il se trouve que moi je suis très investi dans la question des 15-25, du public jeune. Le cinéma est adhérent à une association qui s'appelle l'Association française des cinémas d'art et d'essai, AFCAE. Et ils ont monté un groupe de travail autour des 15-25 et j'en fais partie. Donc je suis très... Moi, en tout cas, avec mon collègue Victor, on travaille aussi en tandem sur ces questions-là. On est très pas sollicité, mais soucieux de la question de la fréquentation des adolescents. Quoique, si je vais être tout à fait honnête, je vous avoue que quand on programme des films comme Élémentaire ou d'autres films comme Fifi, que vous avez peut-être vu, les adolescents viennent naturellement dans ce socio-là. Donc c'est vrai qu'on a, dans ça, on a moins ce travail de fond, quasiment d'aller au charbon pour aller chercher des ados, parce que même dans le lieu, si vous voulez, ça fait vraiment un cinéma un peu moderne, donc ils se sentent à l'aise pour venir. Donc sur la question des adolescents, moi je trouve que notre salle est plutôt un programme en direction des ados, ils se sentent de venir. Donc moi je trouve que le travail est assez fait de ce côté-là, ça n'empêche pas qu'on continue de travailler de fou. Sur l'éducation aux images, le Méliès, comme d'autres salles d'extension, quasi toutes, participe à des dispositifs d'éducation à l'image nationaux qui se déclinent à chaque étape de la vie des enfants à l'école, donc maternelle, au cinéma, école au cinéma, collège au cinéma, lycée apprenti au cinéma. On les fait tout. On fait tous ces dispositifs. Ça représente à peu près une vingtaine de classes par dispositif. C'est un dispositif qui se veut plutôt qualitatif que quantitatif. C'est-à-dire que toutes les séances sont accompagnées. Il y a une présentation qui est systématique, il y a une discussion qui est systématique. Moi, je me souviendrai toujours des très bonnes discussions qu'on a eues sur les leçons de piano de Jane Campion l'année dernière. C'est toujours des moments très très intéressants que moi c'est vraiment mon moment préféré dans ma journée quand je fais les discussions avec les élèves. Donc ça, c'est pour vous répondre sur les dispositifs scolaires. Et les dispositifs scolaires, c'est quelque chose que c'est un peu en automatique parce que c'est pas nous qui les pilotions. Il y a un catalogue de films qui est national, qui est ensuite choisi par des coordinations et ça descend en compte. Même des fois, j'avoue, je subis les films, mais en fait, au final, on s'en sort plutôt bien, je trouve. Et parallèlement à ça, parce que justement, on ne peut pas satisfaire tout le monde sur les dispositifs qui sont des parcours où les enseignants sont formés, ils viennent ici tous les... Peut-être en octobre, c'est le matin, vous ne les voyez pas tous en octobre, c'est assez impressionnant. On a tous les enseignants qui sont inscrits à lycée apprenti au cinéma d'Île-de-France, sans académique, donc c'est Créteil et Versailles, qui viennent ici pour voir des films, pour écouter des professionnels de cinéma, des historiens, des docteurs en cinéma, et ensuite après ils repartent avec ces informations pour ensuite préparer leurs élèves. Donc non, sur l'éducation à l'image, je pense qu'on fait vraiment tout ce qu'on peut. J'allais venir et donc parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde dans les dispositifs scolaires qui sont des dispositifs plus qui mettent l'accent sur la qualité que la quantité, on a un dispositif Voyage dans la Lune, qui est une programmation, vous pouvez la trouver sur internet, elle est plutôt destinée aux écoles, qui a un corpus de films qu'on propose aux enseignants, et ensuite Alexis l'a montré. Moi, ce que je regrette un peu, c'est qu'on a un lieu principalement de diffusion, on n'est pas forcément un lieu de création, on n'est pas staffé pour, c'est aussi ça manque du temps, mais on a 2 temps dans l'année qui s'appelle Classeville, où c'est 2 classes d'école primaire qui viennent créer un film, qui sont portés, enfin le film est porté par un artiste, un cinéaste qui fait toute la partie technique, réalisation, etc. Et donc ces 2 Classeville, ça commence lundi, ça finit vendredi, c'est vraiment très serré en termes de temps, mais on arrive toujours à s'en sortir. Et c'est des moments d'échange que moi j'apprécie tout le temps parce que les élèves sont dans d'autres... déjà ils sont plus à l'école, ils sont au cinéma, ils sont dans la création, etc. Voilà, et puis en termes d'entrée, je crois qu'Alexis l'a rappelé, l'année dernière il y a eu combien, 300 000 entrées au total 360. Pas l'an dernier, en 2019. Non, je parle de l'année dernière. 300, on était à 320 000 entrées, et sur ces 320 000, 100 000 représentaient le jeune public, en tout cas l'éducation à l'image, et sur ces 100 000, ça se découpe assez facilement. Il y en a 50 000 qui sont liés aux entrées scolaires, donc sur le temps scolaire, et 50 000 qui sont liés au film, à la programmation jeune public. Moi, je trouve que c'est très impressionnant, et bien sûr, on a cœur à faire plus, mais voilà, moi, bref, j'en fais le tour. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Victor va compléter, et moi aussi. Je fais très court, parce qu'effectivement, Alan et moi travaillons côte à côte, donc on fait beaucoup de choses ensemble, et Alan aurait pu continuer de vous exposer tout ce qu'il fait pendant très longtemps. Sur le public adolescent, effectivement, l'année dernière, on a beaucoup travaillé sur la question des 15-25, puisque c'était aussi un axe de travail donné par le CNC. Donc on a d'ailleurs remporté
des appels à projets au niveau de Cinéma 93, qui est notre association territoriale à laquelle nous appartenons, et Alan et moi siégeons au conseil d'administration pour travailler ces questions dans une dynamique de réseau, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Et ensuite, on a aussi été subventionné grâce au fonds Jeunes Cinéphiles, qui récompense un travail de programmation qui est principalement le fruit du labeur quotidien d'Alan. C'est des cycles que vous connaissez, que vous fréquentez peut-être, aux frontières du Méliès, qui s'est considérablement étoffé, puisque maintenant c'est un rendez-vous toutes les 2 semaines, le samedi soir, avec un rendez-vous par semaine pendant l'été. Et tout ça, c'est aussi des bandes annonces, un logo, un papier, excusez-moi, c'est le côté com qui revient au galop. Et il y a aussi le travail autour de l'animation japonaise. Une fois par mois, vous avez une séance avec un universitaire ou un critique sur, voilà, ça s'appelle Japanim. Et on a tout un tas on a essayé de penser en cycle de plus en plus pour travailler la régularité et aussi sur la question de l'éducation aux images. Heureusement, on a des partenaires géniaux et je remercie Clara Ibarguiré qui représente l'association Étonnant Cinéma avec qui on travaille beaucoup parce qu'au Méliès on est extrêmement sollicité et on est ravis et parfois on manque de temps pour faire ce travail de terrain aux côtés de jeunes, moins jeunes d'ailleurs, et de les guider dans un parcours de film. Donc on travaille main dans la main avec Clara à monter des dispositifs, et elle le fait avec Alan sur plutôt les tout petits, avec moi plutôt sur des jeunes gens qui on travaille en partenariat avec la mission locale sur une approche métier du cinéma. Donc on essaye un peu par tous les biais de nous adresser à toutes les tranches d'âge en apportant cette plus-value culturelle que vous mentionniez, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de simple projection pour des scolaires ou des jeunes dans ces projections animées. On complète toujours avec voilà, ce petit plus qui fait l'ADN de nos salles. Les 7/8e de ce que j'avais prévu de dire, je rajoute le dernier 8e, c'est que premièrement, il y a un tout dernier cycle dont on n'a pas parlé, mais qui relève de l'éducation à l'image, qui est le cycle des cours au Méliès, qui sont des cours sur le langage cinématographique. Il y a quelques étudiants qui viennent assister et qui prennent plein de notes, y compris qui ont envie de voir des films et qui viennent nous voir après. Et puis ensuite, sur la question du rapport à la création, il y avait un projet dès l'origine de ce nouveau Méliès, et dont je pense qu'il est urgent politiquement de le relancer, c'est d'en faire aussi un espace de création avec des gamins de la ville. Et donc, pour moi, une des urgences, et les émeutes récentes m'ont vraiment remis dans ce contexte-là, en 2005, quand Ziad et Bouna sont morts dans des conditions que l'on sait, moi, mon réflexe, ça a été de publier un texte dans Le Monde et les Cahiers du cinéma, qui était un appel à fonder un dispositif qui s'est appelé les actualités démocratiques, dont l'enjeu était de profiter de l'apparition récente de l'outil numérique démocratisé, et désormais tout le monde a un portable qui permet de faire des films, pour diffuser dans les salles de cinéma des points de vue sur l'actualité locale, nationale, internationale, en première partie de programme, à la façon des actualités pâtées. Et on l'a fait pendant 4-5 ans. Il y a des groupes qui se sont créés ici, ailleurs, à La Courneuve par exemple, il a duré très longtemps. Il y a eu des financements qui ont été trouvés pour payer des gens de la FEMIS, souvent, qui venaient encadrer les groupes. Parfois, il y a des cinéastes professionnels, comme Ross McElwee ou Dominique Cabrera, qui sont venus encadrer les groupes. Et on a diffusé ces films-là, et je pense à un film qui a été fait à La Courneuve dans le cadre de ce dispositif, qui s'appelle La Piscine Orange, qui était une enquête par les gamins pour savoir pourquoi, en 2005, d'autres gamins avaient mis le feu à la piscine. Et le film est formidable. Hein. Vraiment, ils sont allés voir le maire, et puis ensuite ils ont allé voir des jeunes, et puis ensuite ils ont interrogé la place de cette piscine dans la ville. Qu'est-ce que c'était que ce truc bizarre de mettre le feu à un truc fondé sur la flotte, enfin, qu'est-ce que ça... Voilà. Et le film était vraiment extrêmement intelligent. Il a été entièrement fait par eux, sous la direction d'un étudiant de la FEMIS. Et je pense que... Enfin, moi j'ai très envie de redonner cette possibilité-là à des jeunes du territoire, de s'emparer de l'outil numérique. Et on a une salle qui est en cours de constitution. On a perdu notre régisseur récemment qui vient de quitter le Méliès, mais on espère bien pouvoir le remplacer à la rentrée pour pouvoir finir l'aménagement de cette salle avec des logiciels de montage sur des ordinateurs pour être... Voilà, c'est un des derniers étages de la fusée du Méliès tel que nous en avions conçu le projet il y a quelques années maintenant. Une autre question, et on vous jure que la réponse va être moins longue. Allez-y. Oui, je trouve tout ça passionnant. Ça me ravit. Alors moi, je fais partie de la Ligue des droits de l'homme et on a eu la chance de pouvoir effectivement collaborer à la diffusion de films au Méliès en faisant venir des sachants
pour apporter un peu plus effectivement de connaissances, de précision, et de pouvoir là animer effectivement des débats. Et cette dimension-là, elle me paraît absolument essentielle. Tout à l'heure, Alexis Lurca parlait de cela, de l'aspect d'ouverture, de l'aspect effectivement formateur, pas dans ces termes-là. Pour nous, ça semble absolument vital. Et ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y a, du point de vue de la fréquence, une réflexion générale, c'est-à-dire où on se dit, par exemple, je ne sais pas, tous les mois ou tous les 2 mois, ça serait bien qu'il y ait un film qui soit soutenu par une assoce qui, en même temps, se charge de faire venir des spécialistes, ou si c'est en fonction simplement des films qui passent, qui se créent, puisque vous avez, enfin c'est ce qu'on nous dit, vous avez beaucoup de films effectivement à diffuser, et donc aller chercher effectivement des films anciens qui pourraient être orientés par une question spécifique, c'est pas tout à fait quelque chose d'évident. Alors, est-ce qu'effectivement ça dépend des nouveaux films qui sortent, ou est-ce qu'il y a une logique temporelle, d'ensemble? Alors, la réponse n'est pas très simple, parce qu'on a à la fois des cycles réguliers, on les a évoqués là, pour l'essentiel dans la réponse précédente, et en même temps on a des sollicitations permanentes d'associations locales ou nationales qui veulent faire des choses avec nous, qui veulent faire des débats, qui veulent parfois faire des cycles, en partant sur l'idée qu'on n'a qu'à en faire un par mois, tout ça. Et évidemment, on ne peut pas ça. Évidemment, on ne peut pas parce qu'on est déjà sur un niveau dans l'accueil d'événements, y compris les festivals, dont on n'a pas forcément parlé, mais qui sont des événements extrêmement denses, comme les rencontres du cinéma documentaire, comme le Festival du film de Montreuil en partenariat avec Rancaro Méliès, qui commence le 27 septembre jusqu'au 3 octobre désormais, puisqu'on va faire une semaine. Voilà, et il y en a d'autres, Télérama, Télérama Jeune Public, et d'autres encore. Voilà, et donc on est dans une telle densité de propositions qu'on s'est tous dit, en se réunissant, notamment avec Marie Boudon, qui est la grande absente de ce Conseil du cinéma, et qui doit arriver tout à l'heure, on s'est tous dit qu'il fallait qu'on mette le haut là, parce qu'on allait imploser, en fait, pour être très honnête. Parce que toutes les personnes que vous voyez là sont extraordinairement investies dans leur travail, mais il y a un moment, on sait qu'on va finir par mal le faire parce qu'on fait trop. Donc, on a plutôt privilégié, collectivement, à la fois le fait de faire remonter les demandes du terrain, et Victor fait ça de façon exemplaire, mais aussi d'être plutôt dans la proposition fondée sur la programmation, parce que les films qui rencontrent des thématiques de la Ligue des droits de l'homme, par exemple, ils sont pléthoriques. Il y en a vraiment qui sortent tout le temps, il y en a des très bons, il y en a des moins bons. Et donc nous, on préfère d'abord voir les films, pour ne pas les traiter simplement sur la question du sujet. Voilà, c'est un sujet qui nous parle, et donc, voilà, sauf que parfois, nous, on voit le film et on se dit, ben oui, mais le film en lui-même est trop faible, donc on a choisi de ne pas le montrer. Et puis en revanche, voilà, je pense à un film, je ne sais plus si c'était la Ligue des droits de l'homme qui était associée en termes de communication, mais il y a quelques jours, on a diffusé La Sirène de Sépidé Farsi. Voilà, c'est vrai que là, on privilégie plutôt un partenariat de communication en ne faisant pas nécessairement vous dire un sachant, comme vous dites, puisqu'il y avait la réalisatrice qui était présente, mais ça nous importe quand même que sur ces films-là, il y ait un soutien pour faire en sorte que ces très bons films, comme celui-là, rencontrent le plus grand nombre de spectateurs. Or, par exemple, là, il a beaucoup de mal, parce que l'animation adulte, ça marche mal en France, parce que voir un film sur la guerre en ce moment, c'est très compliqué, la sortie du film ne passe pas très bien. Et donc là, pour le coup, c'est une espèce d'alternance pour moi entre des rendez-vous que vous pouvez solliciter, évidemment auprès de Victor en particulier, parce que vous avez vu un film ou que vous avez envie de remontrer un film très important lié à une journée, un thème, un enjeu. Et puis en même temps, pour nous, quelque chose de plus descendant qui est, voilà, on a vu un film formidable dans le prochain programme, il rentre pleinement dans la ligne de ce que vous défendez comme valeur. Est-ce que vous voulez bien être associé à nous et être simplement un support de communication et un relais de communication sans nécessairement qu'il y ait un invité supplémentaire? Ce que parfois les cinéastes acceptent très bien. On a fait toutes les formules. On a fait cinéaste plus spécialiste, parfois cinéaste seul. Voilà, tout est envisageable sous condition évidemment que les cinéastes soient d'accord d'être accompagnés par quelqu'un d'une association par ailleurs. Juste rajouter où effectivement il y a énormément de demandes directement au cinéma et puis via les élus aussi. Alors je veux vraiment le repréciser parce que je le dis à chaque fois, mais je pense que c'est important. Les élus ne programment pas et ne s'immiscent pas ne s'ingèrent pas
dans la programmation des établissements culturels. Enfin, moi, c'est en tout cas ma profession de foi. Enfin, c'est impossible. Enfin, c'est quelque chose de totalement impossible. Alors, je sais que ça peut parfois arriver. Alors, on a la pression, parfois, des habitants en disant, mais si, nous, on n'est pas programmés au Méliès, enfin, tu devrais pouvoir faire quelque chose. Non, enfin, vraiment, ce sont les professionnels, les directrices, directeurs, les équipes qui sont embauchés par les collectivités, à qui on fait totalement confiance et qui le font. Alors après, nous, on fixe des lignes de politique culturelle sur lesquelles, évidemment, les équipes sont associées. C'est-à-dire que les équipements ne fonctionnent pas de façon complètement, ah bah tiens, nous, c'est pas des cinémas privés. C'est pas, bah moi, j'ai envie de faire ça. Voilà, ça répond aussi à des politiques culturelles. Je pense qu'on est quand même assez en phase avec le Méliès et avec l'ensemble de nos équipements publics. Mais ça, je tiens à le redire parce que c'est pas toujours évident. Et puis la ligne est souvent fragile et que les élus ont souvent la pression d'habitantes et d'habitants, notamment à Montreuil, où il y a énormément d'articles, il y a énormément de propositions, et que tout ne peut pas, énormément d'associations, et que tout ne peut pas être diffusé au Méliès, présenté au Méliès, comme le disait Stéphane. Mais il y a aussi... alors par contre, moi je suis dans mon rôle quand quelque chose nous semble pertinent, on rencontre des gens, on l'a fait il n'y a pas longtemps, ici, il y a eu un événement à Montreuil assez important, j'en parle tout de suite à Stéphane en disant est-ce que il y a possibilité de faire quelque chose, ça t'intéresse ou pas, est-ce que, voilà. Et à ce moment-là il le fait, et il le fait dans les dates qui lui semblent pertinentes, en fonction d'une actualité qui lui semble pertinente. Je peux être dans un autre exemple, appelé par une fondation qui a envie de faire un partenariat avec le Méliès. Bon voilà, c'est des choses qu'on propose, mais ce sont les directions d'établissements qui programment, quoi. Voilà, ça je voulais vraiment le rappeler. Du coup, pour enfoncer le clou, je vais le dire de mon point de vue aussi, c'est que on n'a jamais eu la moindre consigne de programmation, jamais la moindre pression. Effectivement, c'est extraordinairement fluide, et je dis ça, c'est vraiment pas le cas partout. C'est-à-dire qu'on est tout le temps libre de dire oui ou non. Voilà. Parfois, on nous dit, et là, c'est important que vous y soyez, parce que c'est une opération transversale, ça va avoir lieu dans toutes les villes ou dans tous les lieux culturels, et évidemment, on fait en sorte de s'inscrire dans des dynamiques collectives de ce type. Mais jamais il n'y a eu la moindre pression pour accepter telle ou telle chose. Or, on sait que les élus sont très sollicités. Parfois, ils essayent ça avec nous aussi en disant, vous savez, c'est validé par Alexis Lorca, tout ça. Donc on sourit parce qu'on sait que c'est faux. Voilà. Et par ailleurs, pour répondre en partie à cette demande quand même, Victor aussi, puisque ça fait partie des personnes nouvelles de l'équipe, nouvelle entre guillemets, qui ont apporté un dynamisme aussi de ce côté-là, on a fait en sorte d'accueillir davantage la jeune création montreuilloise et du territoire d'Est Ensemble via le cycle circuit court qu'il a mis en place le samedi matin et qui permet à des jeunes courts-métragistes, souvent, de montrer leurs premiers films, courts et moyens-métrages, et donc d'être plus à l'écoute de cette création contemporaine présent, quoi. Voilà. Et donc ça fait partie aussi des façons d'accueillir ces propositions multiples. Le champ qu'on couvre le moins bien, mais moi je continue de penser que c'est pas tout à fait notre vocation, c'est le champ audiovisuel au sens large, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des films pour la télé, qui parfois passent d'ailleurs pas à la télé, mais qui rêveraient d'avoir une séance au Méliès. On a tendance à freiner, voilà, de temps en temps on trouve l'opportunité qui fait qu'on arrive à trouver une fenêtre de diffusion, et puis parfois on dit bah non, ça on va pas y arriver parce que c'est pas du cinéma, et que donc essayer dans d'autres types de structures. Ça nous arrive de dire non. Blandine ? Oh, pardon. Moi, c'était juste au niveau volet création. Quand vous parliez que vous envisagiez un volet création au cinéma, ce serait uniquement pour le public scolaire? Ah non, pas du tout. Et la fois dernière, ça n'était pas du tout pour le public scolaire. Non, alors ça reste à inventer, y compris pour savoir sur quelle association de quartier on s'appuierait pour développer ça, parce qu'il y a déjà des associations de quartier qui font des choses en lien avec la vidéo. La fois dernière, le meilleur partenaire, c'était la Maison Pop, parce qu'il y avait un atelier vidéo et montage à la Maison Pop, et donc on s'est inscrit dans la perspective, et Annie Agopian, ancienne directrice, avait engagé des jeunes cinéastes montreuillois pour encadrer cet atelier de création d'actualité démocratique. Et donc, nous, notre engagement, c'était de dire, voilà, on vous fait entièrement confiance sur le contenu et sur le sérieux de cet accompagnement, et après, on les diffusera en salle.
Et parenthèse, c'était formidable aussi pour faire découvrir parfois à des Montreuillois leur cinéma municipal à l'époque. Voilà. Et moi, j'ai assez envie de continuer à trouver des partenariats de ce type pour faire en sorte de créer là-bas, mais peut-être ici dans nos locaux, par des petits groupes, ce type de petits films qui puissent être diffusés parce que la durée sera contrainte, hein, ce sera 3 à 5 minutes, mais qui permettent aussi de nourrir le débat démocratique, quoi. C'est vraiment une fonction politique, hein, c'est de dire, voilà, il y a un problème d'expression démocratique et il faut que ça passe, y compris par les salles de cinéma, parce que c'est des espaces de débat comme il en existe très peu. Voilà. Il existe dans les salles de cinéma un esprit démocratique qui est lié au fait que les gens peuvent se répondre, s'interpeller, se parler, et que ça dure 1 heure, 1 heure et demie même parfois, et qu'on peut aussi le faire sur des films amateurs, sur des propositions. C'était allé assez loin la fois dernière sur les actualités démocratiques. Je me souviens en particulier d'un film sur une statue dans un parc de Montreuil. Le film était très très malin parce qu'on ne la voyait pas, la statue. La personne n'avait filmé que les réactions à la statue, et il se trouve que c'était une statue assez sexuelle, ou qui pouvait l'être. Et du coup, c'était un vrai débat sur la représentation du corps, dont on ne voyait rien, parce que c'était uniquement le contre-champ. Et par ailleurs, parfois, ça mettait des pieds dans le plat en disant, mais comment se fait-il que l'argent public soit utilisé pour ce type d'œuvre obscène, tout ça. Et donc, évidemment, c'est une mise en cause, mais au sens propre, quoi, des politiques publiques. Et nous, on aimerait bien que vraiment ça devienne un outil démocratique de dialogue. Michel, il y avait Blandine aussi, je crois. Oui, oui. Alors, pour Encart au Méliès, on avait dit que d'abord, on dirait que nous sommes particulièrement satisfaits de notre cinéma. Donc, je le dis. Par contre, moi, j'ai des problèmes techniques. Par exemple, là, je suis en train de filmer et tu vois rien. Je vois rien. Et alors là, encore, ça va parce que l'écran est éteint, mais quand il y a une rencontre et que l'écran est allumé, je vois que hier soir, à aucun moment, j'ai vu la tête de la réalisatrice. Alors ça, c'est... Il y a une panne. C'est exceptionnel. Oui, mais quand même, voilà, c'est exceptionnel. En temps normal, on ne voit pas grand-chose. Hier, on la plupart du temps, c'est dans la salle 3, et la salle 3, elle est redoutable. Voilà, on ne voit rien du tout. Et l'autre problème d'éclairage, c'est que le soir et la nuit, le cinéma de Méliès, c'est une tombe entre le théâtre, qui est super bien éclairé, Naturalia, le cinéma n'existe pas, voilà, on ne le voit pas. Et je me demandais pourquoi on ne peut pas utiliser les niches qui servent à rien pour mettre un éclairage. Là où il y avait les emplacements des affiches, là. Voilà, oui. Bon. Et autre problème technique, mais un autre soir peut-être, la climatisation. Qui là pour le coup est plutôt trop forte. Oui, voilà. Trop forte, trop faible, et les odeurs. Ça dépend des salles, ouais. Ah ouais, l'odeur du McDo. Et les odeurs. Pardon, c'est pas le McDo qui est incriminé. Parce que... Tiens, vas-y, réponds, c'est une question importante. Je réponds à une question qui n'a pas été posée, mais c'est des odeurs. Le McDo a fait d'où vient le problème? C'est que les clims qui sont au-dessus du cinéma, il y a à la fois l'extraction d'air des odeurs de fast-food. Et si vous voulez, les architectes, les personnes qui ont conçu ça, dans leur grande intelligence, ont mis à la fois les appareils de clim et ces extractions d'air des fast-food. Et donc, à l'ouverture, il y avait des problèmes de McDo, je me souviens très bien, mais McDonald's, dans la grande mansuétude, a fait poser une espèce de collerette, vous savez, comme ce qu'on met aux chiens, pour qu'ils se grattent, pour diriger les odeurs, pas du côté clim. Donc pendant 2-3 ans, nous, il y a un répit, et un léger fumé, mais c'était supportable. Ce qui s'est passé, c'est que c'est l'ouverture de quasiment coup sur coup de 3 fast-food, KFC, Otacos et French Cantine, qui jusqu'à présent, je parle sous le contrôle d'Antoine qui n'est plus là, n'ont pas souhaité donner suite à nos sollicitations parce que effectivement ça coûte de l'argent et qu'ils sont pas, je trouve qu'ils sont un peu dans la mauvaise foi en disant qu'ils ne sont pas responsables de ça alors qu'il y a vraiment un truc de cause à effet. Avant ils n'étaient pas là, il n'y avait pas trop d'odeur, là ils sont là, il y a de l'odeur. Donc c'est vraiment un combat de quasiment tous les jours de notre directeur Antoine Eudes qui franchement des fois ces gens-là ont une mauvaise foi sans nom parce qu'ils vous disent des énormités dans le plus grand des calmes. Et Antoine est monté avec eux sur le toit, on constatait ça, et il disait oui, moi j'ai pas envie de payer, etc. Donc là on arrive dans des contentieux juridiques qui nous dépassent tous, et c'est pas possible.
Mais on a conscience de ces problèmes-là, on les vit. Enfin, moi, le matin, quand j'arrive à 10h, les enfants, ah, ça sent le McDo. Super, merci. Donc, on les subit. Sur la clim, on s'arrache les cheveux, mais les étés et les hivers, en fait, il fait bon que en printemps, en automne. Et je vous assure qu'Antoine, pour encore le citer, il est vraiment en première ligne de ces combats, parce que c'est vraiment des combats, il y va vraiment avec le fusil chargé, etc. Il se trouve qu'on a perdu notre régisseur principal est parti, donc c'était lui aussi qui portait ces questions-là, et la direction des bâtiments à cet ensemble aussi est en soutien sur ça. Mais voilà, nous, sur la clim, pour vous répondre, il y a plusieurs des gestionnaires, etc., qui se renvoient un peu la responsabilité de ça. Et donc c'est compliqué à se sortir de ces problèmes, mais en tout cas, on les a en tête. Antoine Eudes fait vraiment tout son possible pour que ce soit résolu. Et sur la question des lumières, nous aussi, ça nous embête qu'on ne puisse pas avoir les cinéastes nous inviter, ou même qu'on parle. Et voilà, il faudrait installer des lumières en plus. Donc voilà, devis, construction, etc. C'est pas simple. On en a conscience. Et donc, concrètement, les prunelles, les questions avancent tous les jours, mais petit à petit. Et après aussi, nous, en tant que cinéma, peut-être que je vais passer la parole à Fabrice, on n'a pas de la main sur par exemple, nos collègues au bâtiment, parce que je crois que, corrige-moi si je me trompe, Fabrice, mais il y a 2 personnes au bâtiment pour l'ensemble des équipements culturels de cet ensemble. Ils sont 3 en tout, mais le sujet n'est pas les effectifs de la direction des bâtiments. Le sujet, il est double. La première chose que je vais dire, c'est que l'exécutif d'Est Ensemble a souhaité mettre en place un plan de réduction des dépenses énergétiques. Parce que, d'abord, pour les questions environnementales évidentes, le logo d'Est Ensemble a changé. Maintenant, c'est sous le petit sigle Est Ensemble, marqué pour le climat et la justice sociale. Donc, ça traduit les engagements prioritaires de l'exécutif. Et donc, ils ont souhaité, par exemple, qu'on diminue d'1 degré la température de l'eau des piscines. Qu'on diminue d'1 degré ou de 2 degrés selon les équipements la température des équipements publics en hiver, la température à laquelle on maintenait les équipements publics à travers le système de chauffage l'hiver. Et puis inversement, ils ont choisi d'augmenter de 2 degrés la température à laquelle on maintient les équipements l'été, avec la clim. Donc voilà, il y a eu cette réflexion-là. Et puis par ailleurs, au-delà des questions environnementales, ça a aussi un intérêt financier, puisque ça va baisser les dépenses occasionnées par la crise énergétique, merci, pour la collectivité. Bref, donc après on a un problème concret, technique, c'est que qui est de plusieurs ordres, et là je vais être imprécis parce que évidemment mes compétences sont limitées dans le domaine, mais globalement on a plusieurs types de problèmes techniques selon les équipements. Il y a des équipements où on a, c'est malheureux de le dire, mais des systèmes de chauffage, de régulation de chauffage qui sont très complexes, et en réalité dont le fonctionnement n'est pas maîtrisé ni par nos collègues qui ne sont pas formés à ça, ni par, c'est plus embêtant, les prestataires qui sont censés gérer ces équipements. Et donc on s'arrache les cheveux dans la relation avec les prestataires pour tenter de faire en sorte de mettre en œuvre de manière effective les orientations politiques qui ont été décidées, et donc la régulation des températures telle qu'elle a été validée collectivement par les élus d'Est Ensemble. Voilà, il y a ce problème-là. Après, il y a évidemment des problèmes de système de chauffage défectueux. Et puis, par ailleurs, il y a aussi un problème plus global mais qui, pour le coup, va se jouer beaucoup dans les projets d'investissement futur ou de rénovation lourde des équipements. Mais il y a un problème d'isolation thermique de nos bâtiments qui est très important et qui, donc, là, trouve des solutions progressives à mesure que nous avons l'occasion d'investir dans de nouveaux bâtiments ou de rénover de manière lourde les bâtiments existants. Voilà. Et donc, après, moi, je vais être imprécis sur la situation du Méliès, je ne la connais pas dans le détail. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, Antoine, ça a été dit, le directeur est très en lien avec la direction des bâtiments, et que la direction des bâtiments a fait plusieurs visites sur site, et que donc le problème est pris en main par les collègues. Mais encore une fois, il faut leur faire confiance, et ils font de leur mieux. Je ne doute pas que les choses vont aller en s'améliorant, mais je ne sais pas dire à quel rythme, et je ne sais pas dire techniquement quelle est la nature des problèmes qu'ils rencontrent aujourd'hui en ce moment. Alors moi je peux pas le remettre. Alors je ne suis pas Antoine, mais on en a beaucoup parlé, et Antoine a fait preuve de beaucoup de pédagogie vis-à-vis de toute l'équipe pour qu'on soit en mesure aussi de vous l'expliquer quand vous nous faites remonter les problèmes. Donc des solutions concrètes. Déjà sur cette question... Mettez un pull.
Oui, bah, oui. On peut mettre un pull. Des choses qui pouvaient paraître évidentes, mais qu'on ne possédait pas au Méliès, c'était des interrupteurs. Donc voilà 6 mois qu'on peut éteindre la lumière la nuit. Et ça, c'est quand même une avancée majeure dans la réduction de la consommation énergétique de ce bâtiment. Donc ça, pour répondre à Michel, c'est un choix économique et politique, l'extinction du Méliès la nuit. Non, je parle de... Non, mais non, ça n'a rien à voir. Non, toi, tu veux dire dans les salles, c'est ça que tu disais? Non, il y a dans les salles et dehors. Oui, non, mais j'y viens. C'est un autre point. C'est simplement pour vous parler des améliorations qui ont été effectuées. Sur la gestion des flux, et notamment des flux d'air, vous avez peut-être souvenir d'un nombre incalculable de coupures de courant auxquelles nous avons eu à faire face à répétition et qui ont menacé l'ouverture même de ce cinéma chaque jour. Donc on a enfin trouvé, en lien avec Engie et Terreco, ça je vous donne le nom de nos prestataires sur les questions de climatisation et de chauffage, on a trouvé comment faire en sorte que la consommation soit régulée et qu'on n'ait plus de surcharge en termes électriques, donc ça ne saute plus. Maintenant, la clim, c'est un fonctionnement cyclique et c'est très compliqué qu'il soit géré finement dans d'aussi grands espaces que nos salles, qui sont gigantesques, notre hall qui est gigantesque. Et donc, effectivement, en fonction du positionnement des bouches d'aération, vous avez plus ou moins froid, et ça sent plus ou moins la friture. Dans la salle 2, si vous êtes frileux ou frileuse, ne vous installez pas sur les 3, 4, 5 premiers rangs. C'est là où sont les bouches. Et c'est surtout dans cette salle qu'on sait que les gens ont froid. On s'en rend bien compte. Parfois, on traite des pulls, des objets trouvés. Donc, on le sait. Et on travaille à l'ajuster chaque jour. Et dès qu'on a un problème technique, il est signalé à Engie qu'il faut intervenir un technicien. Par ailleurs, les pompes à chaleur sont situées sur le toit. Donc, quand il fait très chaud, il fait extrêmement chaud. Il fait, je ne sais pas combien de degrés, monter à 60 degrés au niveau des pompes à chaleur. Donc la capacité de refroidissement diminue. Elles ont été, vous verrez en plein cœur de l'été, normalement, les ajustements ont porté leurs fruits. Sur la question de la lumière dans les salles, il y a dans la salle 1, depuis une semaine, un défaut électrique qui nous empêche d'allumer ce pont lumineux qui éclaire normalement la scène, puisque la salle 1 est notre salle équipée d'une scène prestigieuse et où, Michel, tu dois pouvoir filmer correctement les invités. Dans les autres, effectivement, on manque de ces ponts lumineux qui coûtent cher, et par ailleurs, on ne peut pas installer toutes les rencontres dans la salle 1 parce que malheureusement, il n'y a pas 311 spectatrices ou spectateurs à chaque rencontre. On aimerait. On a des poursuites qu'on pourrait installer si on supprimait des séances pour prendre du temps pour installer des luminaires. Enfin, tout ça est un... Et on ne peut pas du coup se permettre d'avoir ces installations techniques à demeure parce que c'est dangereux, ça bloque les études. Donc on se pose évidemment ces questions et on ne peut pas exploiter les photos des gens pris en salle, effectivement, c'est très dommage. Et sur la visibilité du Méliès face à nos voisins et concurrents lumineux que sont le théâtre public de Montreuil, on a commencé des études, alors j'ai fait travailler des étudiants, donc c'était gratuit, et fait sur différentes signalétiques, différentes manières de mettre en valeur le Méliès sur la place, qu'il soit plus visible pour vous, mais surtout pour les personnes qui ne le connaissent pas. Et pour l'instant, c'est quand même pas une priorité par rapport à toutes les situations d'augmentation des coûts, des fluides, des charges de personnel. Mais bon, si on trouve une solution miracle, on la mettra en place, évidemment. Moi, je serais ravi de développer un projet qui soit économe en énergie et suffisamment lumineux pour attirer toutes ces personnes qui n'auraient pas idée que dans ce grand cube gris réside un immense cinéma. Voilà. Merci. Alors, j'ai juste une question. Est-ce que le Méliès pourrait, ou le Méliès doit être tentant d'ailleurs, pourrait consacrer un tout petit peu d'argent pour acheter des micros HF qui permettent d'entendre les gens, même s'ils mettent le micro à un peu plus de 3 cm de la bouche? Mais ça existe. Pour les poser sur les gens, tu veux dire? Non, pour les intervenants. Moi, je suis désolé. Bon, d'accord, je suis vieux, je n'entends rien et tout, mais Fabrice qui n'arrive pas à mettre le micro à moins d'un centimètre de la bouche, et ben, je ne l'ai pas entendu. Il va te prouver que c'est pas vrai. Mais là, ça va. Voilà. J'entends la remarque. Ah, bravo. Je m'amende. Tu vois, en fait, je viendrai te dire ce que j'ai dit.
Mais c'est valable pour toutes les rencontres. Alors, je précise parce que c'est également un problème sur lequel on nous a alertés. On a cherché des solutions. Donc, les solutions, c'est apprendre à chaque personne à utiliser un micro. Ce qui, bon, on va pas le faire avant chaque intervention. Moi, j'ai plusieurs fois demandé à ce qu'on augmente le volume parce que on est confronté à effectivement des problèmes de sonorisation dans la salle 3 notamment. Si on augmente le volume, on a un Larsen immédiat ou alors un buzz. S'équiper de nouveaux micros, ça coûte très cher. On a des nouveaux micros dans la salle 1 qui fonctionnent diablement bien, y compris si on parle à cette distance du micro. Pour les autres salles, il y a aussi une manière de se positionner dans la salle qui fait que, bon là, vous êtes au premier rang, donc vous êtes quasiment. Donc, juste derrière Fabrice surtout. Voilà. Il va effectivement faire un effort pour parler dans le micro, mais selon les salles, ça diffère. Et en fait, parfois, c'est pas uniquement du micro que ça vient, mais de l'installation des amplis, et augmenter le volume nuirait considérablement à la qualité d'écoute, parce qu'à partir du moment où vous avez un buzz ou un Larsen ou un écho trop grand, les gens ne parlent même plus. Voilà. Et on en a conscience dans toutes les salles, sauf sauf la 1 et la 2, ou juste la 1. Tu parles de quoi, des nouveaux micros? Ouais, juste la 1. Voilà. L'autre? Andy. Oui, j'ai le micro. J'ai plusieurs questions. L'une qui concerne les différents cycles qui sont abordés au Méliès. Et c'est vrai que moi, il m'est arrivé de découvrir quelque chose par le plus grand des hasards, notamment aux frontières du Méliès, par hasard, parce que je me suis trompée de film. Je me suis trompée de salle, et là, au bonheur, j'ai découvert un film que jamais je serais allée voir, puisque j'étais dans les cycles d'épouvante ou d'horreur. Mais il n'était pas si épouvantable que ça. Et voilà. Et du coup, je me suis dit... C'était lequel, pardon? C'était quoi le film? Alors, le premier, je m'oubliais le titre, je voulais aller voir The Wave, et c'était un titre un peu similaire. C'était The Wave, Wave tout court. Ouais, Wave tout court. Voilà, je ne m'y attendais pas, mais enfin, c'était un film fiction qui était formidable. Et surtout, ça m'a fait un bien fou, parce que c'était un autre... une autre manière de filmer. J'avais besoin de sortir un peu des grands standards que je vois, et je ne les néglige pas, mais c'était très bien. Et récemment, on en a vu un autre qui, je sais pas, on a pris un risque, c'était Ne dis rien. Oui, le film, Alors, je veux faire de la pub pour Aux Frontières du Méliès, mais je veux faire de la pub pour ces cycles. J'aimerais bien qu'on nous les présente, je ne sais pas quand, en début d'année, un peu comme on le fait au théâtre. C'est compliqué parce que vous n'avez pas toujours la programmation définitive, j'imagine, mais nous permettre d'oser franchir cette barrière là qui nous sépare de tas de choses, de l'animation, du documentaire, qui sont parfois, tiens, si vous voulez vous introduire dans ce cycle, eh bien allez donc voir celui-là et vous m'en direz des nouvelles. Mais je trouve que ça vaudrait la peine de faire une rencontre en début d'année autour de ça. Deuxième chose dont je voulais parler, c'est, moi je suis très sensible au fait, ça me tient à cœur, débattre et échanger. Les débats qui ont lieu dans les salles sont encore géniaux. Les filles d'Olfa, par exemple, vraiment l'échange est super, mais parfois je me dis, les échanges dans ces salles restent formels, ça dépend de tas de choses, ça dépend du film, ça dépend du réalisateur, ça dépend de celui qui anime. Hein. Il y a des jours où c'est assez formel et d'autres où c'est plus... c'est plus léger. Et je me dis, mais il y a d'autres espaces dans ce cinéma. Il y a l'ex-Fabu, enfin la partie restaurant. Est-ce qu'un jour, ça ne peut pas devenir un lieu de débat autour d'un verre de vin avec au milieu quelqu'un qui a le micro? La salle qui était autrefois la salle enfant, on y fait, nous, de temps à autre, un ciné-débat, hein, tous les mois, mais je pense qu'il y a des choses à faire qui seraient moins formelles dans la forme, mais qui permettraient, on parlait de débat démocratique, il y a des lieux qui s'y prêteraient peut-être beaucoup plus. Troisième chose, est-ce que vous envisagez, moi j'y pense pour le festival, à vraiment des événements autour des films, c'est-à-dire dans l'enceinte du cinéma, que le cinéma, comme ça se fait d'ailleurs évidemment dans les cinémas privés, on invente des tas de choses autour des films pour faire venir le public, mais des expos, on en a déjà fait, certes, des animations, on n'en fait pas beaucoup ici, des choses qui seraient en lien avec, par exemple, le festival, et qui occuperaient aussi le terrain à l'extérieur. Voilà.
Et puis dernière chose, on parlait des 15-25 ans. Est-ce que vous avez, je pense que vous l'avez déjà imaginé, de les faire participer à une réflexion sur la programmation? Est-ce que vous avez essayé de constituer des petits groupes par les lycées ou qui pousseraient ces jeunes à être impliqués dans le choix des films? Voilà. Je commence et tu termines. Déjà, je te remercie pour cette remarque sur nos frontières. Ça me va droit au cœur parce que moi, c'est un cycle que une des choses que j'ai aimé faire à mon arrivée. D'ailleurs, je l'ai commencé avant d'arriver sur le jeune public, grâce à la confiance de Marie, Stéphane, en deuxième rideau ici. Mais surtout Marie. Donc aux frontières, tu as parlé des signes, je vais juste détailler ceux que j'anime, et puis en plus, je vais répondre à ta dernière question en répondant à la première. Donc aux frontières du Méliès, c'est un cycle qui est une réflexion, la mienne, partagée avec Marie, sur le fait qu'on n'arrivait pas à montrer du cinéma de genre en salle de cinéma, malheureusement pour plein de raisons, je ne vais pas y revenir là-dessus. Et qu'est-ce qu'on entend nous par cinéma de genre? C'est avant tout, pour moi, surtout du cinéma fantastique, du cinéma d'horreur, de la science-fiction et du thriller un peu énervé. Et sur Ne dis rien, qui est un des derniers films qu'on a montré, c'est drôle parce que c'est un film qui aurait pu se retrouver dans la programmation du Méliès, c'est un film d'auteur Europe du Nord sur le malaise social entre deux familles, l'une s'invitant, ils se rencontrent de façon assez fugace en vacances et puis ils s'invitent mutuellement, et la famille qui est invitée se rend compte qu'elle est arrivée chez des gens très très bizarres et elle n'ose pas dire non. Elle n'ose pas dire non et ça va de plus en plus vers l'horreur et c'est vraiment de l'horreur psychologique. Donc moi je vous invite vraiment à venir à ces cycles-là. Je sais que Prunelle par exemple, tu es tout le temps dans les premiers rangs et tu disais j'en avais marre je te paraphrase, j'en avais marre de voir un peu tout le temps le même cinéma, et c'est exactement cette volonté moi qui m'anime, c'est-à-dire de montrer des choses différentes en termes, tant sur la forme que sur le, pas tant sur le fond mais surtout sur la forme. Et en termes de nationalité aussi, on a diffusé un film indien il y a une semaine, je vous dis pas combien on a payé, ouais techniquement, ouais mais ils nous ont envoyé un DCP, ça venait d'Inde, on l'a pas vérifié, voilà. Donc, mais le son et l'image étaient décalés, mais le film, j'avais beaucoup d'affection pour ce film, enfin, bref. Et on a un autre cycle qui s'appelle l'animation japonaise, où on essaie de vous montrer plein de films. Donc, il y a Miyazaki qui sort son film dans 10 jours au Japon. Voilà, je ne vais pas vous dire qu'on va le montrer dans ce cycle-là, mais c'est l'idée de montrer la diversité de l'animation japonaise qui ne passe pas que par Miyazaki. Et enfin, donc bref, venez à ces cycles-là, vous êtes les bienvenus. Moi, ça me ferait très plaisir de vous voir, ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous sur ces films-là. Et sur la question des lycéens, il se trouve qu'on a un ciné-club lycéen dans cette salle. On a fait 5 séances, très belles séances. La dernière c'était Pulp Fiction, la première c'était Fight Club. Et à chaque fois c'est quasiment complet. Et c'est eux qui font la présentation, qui font les débats après. On a eu des débats de très bonne qualité, je trouve. Et ils ont carte blanche sur la programmation. C'est-à-dire que moi je les vois, je leur dis voici les contraintes techniques, financières, mais moi j'ai envie que ce soit votre ciné-club. J'ai un groupe de. Alors au début c'était compliqué, on était 20, puis en fait ça s'est écrémé, on était à 8 élèves qui sont entre la seconde et la terminale, ils viennent de Jean Jaurès, ils sont très mignons, mais très. Il faut vraiment être derrière eux. Mais ils sont très volontaires, et quand ils sont là, ils sont à fond. Ils nous ont montré des films qui leur tenaient à cœur, donc j'ai dit Fight Club, La Haine, Pulp Fiction. Et puis on va continuer l'année prochaine, ça c'est sûr et certain, clin d'œil à Christelle. Et donc venez à ces cycles-là, et moi dans ces cycles-là, tu évoquais la façon de débattre autrement. Moi c'est quelque chose que eux les jeunes, ils n'ont pas cette notion de ciné-club, d'échange, etc. Ils aiment bien d'autres formes. La dernière fois on a tenté de faire un blind test, c'était de montrer des extraits de films, d'essayer de les deviner là, d'où ils venaient. Et je finis là-dessus, parce que je donne la parole. L'idée de faire des débats chez Tac au Tac, donc anciennement Fabule, moi ça me plaît bien. Il y a un mois et demi, on a montré un film indien qui s'appelait Dilwale Dulhania La Jayenge, DDLJ, un film de 3 heures, un film super. Et on a voulu, plutôt que faire un débat à l'issue du film qui est déjà 3 heures, avec un entrée en plus, on a proposé aux personnes qui le souhaitaient de nous suivre chez Tac au Tac. On n'était pas nombreux, mais c'était une expérience assez belle, donc à refaire en fonction de la disponibilité de Tac au Tac. C'est bien le bistrot de Montreuil. Ça s'appelle pas Tac au Tac. J'ai du mal à dire le bistrot de Méliès. Oui, je complète. Effectivement, on sous-exploite l'espace qui est entre les salles 2 et 3. C'est pas vrai. Si. Oui, mais enfin, parce qu'il y a eu une première fonction qu'il a abandonnée pour des raisons de sécurité, qui était que c'était un espace enfant.
savez, il y a des grosses boules sur lesquelles les enfants se jetaient et se fracassaient le crâne sur le sol. Donc au bout d'un certain temps, on s'est dit que peut-être les pleurs des enfants allaient gêner les ouvreurs. Non, c'était que les parents ne s'occupaient pas des enfants. Et voilà, et les parents avaient tendance à les laisser tout seuls jouer sur les grosses boules et se fracasser la tête sur le sol, pendant que eux allaient boire un verre à la fabule. Donc voilà, on s'est dit que ça allait être très, très compliqué à gérer, et donc du coup on l'utilise autant qu'on peut, et en particulier Victor, mais on sait qu'on pourrait probablement l'utiliser plus pour des choses diverses. Alors je pense par exemple aux séances seniors qui font l'objet de discussions dans cet espace-là, avec thé, café, boissons, etc., qui sont très très chaleureuses et conviviales. J'en ai fait une fois, Victor m'avait dit, tu sais, ça prend 20 minutes, une demi-heure, tout ça, je suis resté 2h20, parce qu'il y avait thé, gâteau, et donc oui, ça peut être formidable, parce qu'en plus, personne ne passe par là, et que donc ça laisse du temps de discuter, d'échanger. Et en fait, moi j'aime beaucoup le fait que vous fassiez des ciné-débats, parce qu'il y a une horizontalité qui permet aussi ça, d'être ailleurs que dans un espace qui implique quand même une hiérarchie du temps de parole, quoi, entre ceux qui sont sur scène et ceux qui sont en train d'écouter devant. Parce que, pour reciter ton exemple, les filles de Golfa hier, il y a 235 spectateurs, t'emmènes pas 235 personnes dans un espace autre que la salle. Et donc ça ne fonctionne pas, en fait, sur les grandes rencontres publiques, sur un film aussi impressionnant que celui de l'ex-montreuilloise Kauter Benania, parce qu'elle a vécu 2 ans à la Pointe-Chavaux, avec Jolie Pascal. Voilà, et quant aux animations, on en fait vraiment autant qu'on peut. Il suffit de regarder le programme de la nuit, où il y a quand même du tir à l'arc, virtuel, où il y a quand même, j'ai dit ça pour rassurer Alexis, où il y a quand même du karaoké, où il y a quand même, voilà. Et donc dans chaque salle, il va se passer des choses. Il y a du stand-up live. C'est des animations, et chaque fois qu'on essaie d'inventer un temps un peu festif, en particulier sur les nuits, y compris où on passe des films plus d'horreur, enfin ça nous arrive de temps en temps, il y a à chaque fois des animations du type, je sais pas, un appareil photo spécial qui permet aux gens de repartir avec leur portrait effrayant en souvenir, un fond vert, enfin. Donc on est quand même beaucoup là-dessus, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il se passe des choses. C'était prévu pour cette nuit-là, le 8 juillet, en faisant des concerts sur la terrasse, et nos nouveaux partenaires de Tac au Tac, pour le coup, du bistrot du Méliès, sont très très partants pour faire ce genre de choses. Mais les incidents récents nous ont conduit à annuler pour le moment cette partie-là, c'est-à-dire la partie concert, pour pouvoir avoir une sécurité renforcée dans l'espace du cinéma. Donc les concerts qui étaient prévus le 8 n'auront pas lieu. Ça devait s'arrêter à minuit, hein, par ailleurs, alors que la nuit dure jusqu'à 6h30, 7h du matin. J'espère que vous avez pris vos billets pour la nuit. Hein. Ouais, bah ouais, on compte sur vous aussi. Et les plaides, ouais. N'oubliez pas les petits pulls quand même, parce qu'il ne fait pas très très chaud. Et je voulais ajouter un truc, mais j'ai absolument oublié quoi. Pardon, c'est un fonctionnement en saison. Ah, la présentation de saison, ouais. Alors ça se fait dans les théâtres, effectivement. Sur un cinéma, ça ne fonctionnerait que sur la modalité des cycles, des 3 ou 4 cycles. On sait que c'est utile, par ailleurs. Il n'y a pas longtemps, on a fait un débat avec Martin Jovia, une classe de lycéens. Jova, pardon. Et on a rappelé qu'il y avait les cycles qu'on vient d'évoquer, y compris les cours au Méliès, et la prof n'avait pas repéré, les élèves ne venaient pas. Donc on sait que ce travail de communication au plus près, en fait, ou même dans les écoles, collèges et lycées, est nécessaire. Évidemment, il faudrait être 12 fois plus pour pouvoir assurer ce travail-là. J'ai peur que si on faisait une présentation de saison à la façon des théâtres, ne viendraient que ceux qui savent déjà, et que du coup l'impact serait un peu réduit. Parenthèse, cette réunion-là avait un peu aussi vocation à rappeler ça, l'existence des cycles, au point qu'on avait même imaginé diffuser en boucle des bandes annonces pour vous fidéliser sur les cycles. Et on terminera peut-être dans 3 minutes, je dis ça pour la cabine, par la bande annonce de la nuit, puisque nous en avons fait une. Toi, Prunelle. Et puis après, on va boire un verre, non? Bonsoir, je voudrais dire peut-être une première petite conclusion que, comme ça a été dit une fois, notre Méliès, c'est notre Louvre. Et, enfin, je ne sais pas qui a dit ça, mais... Si, ça a été dit au conseil municipal, par un élu. Voilà, notre Méliès, c'est notre Louvre. Moi, j'adore absolument ce cinéma. Je suis un peu toxicomaniaque maintenant. Je viens pratiquement tous les jours. Alors, pas seulement avec un pull, hein, parfois avec aussi les chaussettes, l'écharpe ou en débardeur. Il faut savoir un peu jongler. Enfin bon. Et je voulais juste... en fait, Blandine m'a un peu mangé le pain de la bouche, mais j'ai eu la même mésaventure. C'est-à-dire que Alan m'a dit, mais viens voir les films d'horreur, parce que j'en avais aussi un peu assez de voir, puisqu'il y a beaucoup.
Et effectivement, c'est comment dirais-je, c'est une programmation qui est vraiment, enfin j'adore y aller, voilà. Donc j'essaye de venir voir tous les Japanese que je peux et les films d'horreur, y compris le dernier qui était pénible à regarder mais qui était extraordinaire. Non, pénible au niveau du son, hein, parce que mais ça n'empêche que c'était vraiment, c'était extraordinaire de pouvoir voir ce film, quoi. Et juste, peut-être une petite proposition, pourquoi pas les expositions autour du cinéma, des films, etc., dans cette salle, dans la salle qui n'est pas spécialement utilisée. Voilà. Mais encore un très très grand merci au Méliès et à toute l'équipe du Méliès. Non, vas-y, Victor. Alors, sur les... Moi, j'avais envie que ce soit une présentation de saison ce soir, enfin, qui est un moment, mais en fait, je sais qu'on a beaucoup plus de temps que ça, pour présenter et détailler chaque cycle, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est sans arrêt en train de faire référence à des choses qu'on n'explicite pas, peut-être de manière plus formelle, pour vous dire le samedi matin c'est ça, le samedi soir c'est ça, le lundi soir c'est ça. Voilà. Bon, vous remarquerez, le lundi soir c'est les cours Méliès, le samedi matin circuit de cours, le samedi soir on tient du verra. J'annonce pas ce genre de choses. On aimerait aussi pouvoir développer sur la programmation de patrimoine et notamment les cours Méliès le même fascicule que celui qu'on fabrique aux frontières. Voilà, mais c'est parfois plus compliqué à programmer à l'année parce qu'il faut connaître tous les titres et surtout tous les intervenants et intervenantes en amont. Sachez que sur le site internet, vous avez quand même une rubrique qui s'appelle événements et qui résume absolument tous les cycles que nous avons, qui les explique, qui vous détaille la séance à venir, les séances précédentes, qui met en valeur aussi les bandes annonces qu'on peut fabriquer pour vous donner envie de venir. Et sur la question des expositions, on essaye avec Stéphane de travailler à ça. L'espace enfant est utilisé, mais je pense que vous ne le voyez pas toujours. Déjà, c'est un espace de circulation et c'est une sortie de secours. Donc installer une exposition, c'est pas tellement l'endroit. Par ailleurs, il faut avoir un ticket de cinéma pour y accéder. Donc ce serait finalement la réserver qu'à des gens ayant payé pour venir au cinéma et étant au niveau N+1. Donc c'est pas très judicieux. En revanche, il nous manque des systèmes d'accrochage, notamment des 6 mètres, parce qu'on a des propositions. On a envie de travailler sur les photos de Laurence Doumic, la fille de Philippe R. Doumic, célèbre photographe, pour travailler d'une certaine époque du cinéma. Et on a des propositions régulières. Simplement, on est mal équipé et surtout, on est un peu trop fréquenté. Il y a tellement de monde à certains moments de l'année ou à certains moments de la semaine que c'est faire tenir les spectateurs qui font la queue pour rentrer dans les salles et des supports d'exposition, c'est pas forcément évident. Voilà, on sait qu'on a une marge d'amélioration, mais là encore, ça veut dire des investissements, notamment sur des supports d'exposition. On a gardé une exposition pendant 8 ans. Ça fait combien de temps sur les salles de cinéma? Elle a quitté les grilles. Voilà, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. Et donc ça fait 2 jours. Moi j'étais triste. Non, c'était vendredi, pardon, ça fait 4 jours. On l'avait réservé pour 2 semaines au départ. Voilà. Puis en fait, le loueur, qui est en l'occurrence un producteur et éditeur montreuillois à 300 mètres d'ici, a dit non, mais de toute façon, ça prend de la place chez nous. Vous n'avez qu'à les garder un peu. Et on les a gardés 7 ans. Voilà. Et sur l'usage de la salle, par ailleurs, il y a aussi des ciné-goûtés. Vous êtes les bienvenus, hein, c'est réservé qu'aux enfants, en partenariat avec la Biocop qui nous offre les goûters. J'en profite pour les saluer. Et on a aussi ces séances qui s'appellent Seniors, mais qui sont surtout des temps d'échange probablement similaires au ciné-débat de Rancard, que malheureusement j'ai pas le temps de fréquenter. Mais voilà, on se réunit un vendredi après-midi sur 2, c'est souvent moi, parfois quelqu'un d'autre. Et quant au temps d'échange et à leur modération, souvent, l'ambiance de la salle dépend en grande partie de notre forme physique, de celle de l'intervenante ou de l'intervenant et de son bon vouloir, et puis de la salle. Voilà, donc n'hésitez pas à emballer les débats par vos interventions, qui peuvent être des compliments très affectueux aux équipes de films, ou au contraire, hein, vous pouvez leur rentrer dans l'art, puisque ici, c'est aussi le lieu du débat démocratique, comme l'a rappelé Stéphane, donc n'hésitez pas à dire que vous n'aimez pas leur travail en argumentant. Et je pense surtout quand c'est Victor qui anime donc. Oui, parce que si on ne veut pas conclure là-dessus, rentrer dans l'art de la société. C'est pas ça, mais ça devient vivant, quoi. Je vais aller Stéphane. Et je sais que Ralph m'en voudra de ne pas aborder cette question, donc je vais le faire maintenant.
Parmi les propositions d'exposition, il y a les collages de Marie-Jo. On pourrait envisager de faire pour le Festival du film de Montreuil, fin septembre, début octobre. Ça serait Eh oui. bien. Merci. Moi, j'ai une toute petite question par rapport à la programmation des séances seniors, parce que je suis senior et je suis assez dubitative parce que c'est jamais des trucs qui me plairaient en fait. Je sais pas comment vous programmez ça. Je sais pas comment dire, mais à chaque fois je dis oh il passe ça en séance senior. Et je sais pas pourquoi, je sais pas comment dire, mais c'est un truc qui me. Je me demande quelle idée vous faites des seniors en fait. C'est quoi les seniors en fait? Ok, alors je réponds. Cette appellation précédait mon arrivée. C'est une invention qui émane d'une collaboration entre le CCAS et le pôle senior de la ville de Montreuil, qui a trouvé son application directe dans ces séances-là. Il se trouve que les films qui sont programmés plaisent particulièrement aux personnes qui viennent et qui sont assez nombreux et surtout nombreuses, puisqu'il y a 95% de femmes qui se déplacent et qui sont des personnes qui sont très fidèles aux activités proposées par la mairie. Donc ça correspond aussi à un cycle d'activités qui sont proposées dans le bulletin, je ne sais plus comment il s'appelle, à destination des seniors de la ville. Nous on a des, pas des consignes, mais il se trouve que on ne diffuse jamais de films en version originale dans ces séances-là. C'est une demande de la part des gens qui les fréquentent. Et ce sont aussi des séances qui sont pas réservées, mais fléchées vers des publics qui ne viennent pas en soirée au Méliès, parce qu'ils ne se sentent pas, et elles ne se sentent pas, de se déplacer dans Montreuil la nuit. Donc il y a un faisceau comme ça de facteurs qui guident notre programmation. On ne programme jamais spécifiquement pour cette séance-là. C'est-à-dire que ce sont toujours des films qui par ailleurs sont programmés au Méliès. Mais quand on parle de version française, ça limite quand même le choix, ça le restreint. On ne peut pas faire de films qui n'ont pas de VF. Et parmi les films que nous diffusons au Méliès, il y a beaucoup de films étrangers qui n'ont pas cette version française. Ensuite, on alterne entre des titres qui sont évidemment plus grand public et d'autres qui sont des objets de cinéma plus singuliers, en alternant aussi les genres, de la comédie, du drame. Et je peux d'ores et déjà vous donner le film qui ouvrira celle du 1er septembre, puisque c'est 1er septembre, c'est tous les 1er et 3e vendredis du mois. C'est la Palme d'Or, Anatomie d'une chute. Donc il n'y a aucune restriction quant à l'origine des films. Voilà, on pourra évoquer, si vous voulez, certains titres en particulier, parce qu'en fait, je pense que ce que vous pointez du doigt, c'est le fait que cette programmation, elle se tourne vers des titres qui sont les plus accessibles de ceux présentés au Méliès et qui ne vous plaisent pas forcément, mais qui plaisent aussi à beaucoup de nos spectatrices et spectateurs. Je comprends. Voilà, donc c'est une première base d'explication, avec aussi un rappel pour nous qui est de ne jamais s'interdire d'aller sur des titres a priori moins porteurs, et pour moi, puisque c'est généralement avec Marie, on fait cette programmation tous les deux, peut-être une invitation à l'audace, et j'en prends bien. Ça c'est mieux comme fin que n'hésitez pas à nous rentrer dedans. Non, mais je vais quand même rajouter un mot, parce qu'ils sont là aussi, l'équipe de la 7e Lune, le festival qu'on accueille désormais depuis 2 ans, et ça me permet de raconter quelque chose qui est que notre vocation, c'est de couvrir tout le spectre de cinéma. Donc de passer aussi bien du film populaire de qualité jusqu'au cinéma parfois expérimental, dont c'est probablement le temps fort au Méliès, même si tous les films qui sont montrés ne sont pas des films qui rentreraient dans cette case contestable par ailleurs du cinéma expérimental. Mais on veut faire en sorte de proposer tous les types de cinéma à nos spectateurs, y compris parce que, en l'occurrence, c'est ce qui marche. C'est-à-dire développer des niches, parfois, nous permet d'attirer plus de spectateurs que sur la comédie qui vient de sortir et qui fait 3 entrées dans le multiplex voisin. Donc voilà, d'expérience, on sait désormais qu'il faut qu'on s'adresse à tous les publics. Et évidemment, dès qu'on essaye de les catégoriser un peu, de mettre un nom, un label, une étiquette, ça ne marche pas, ça n'existe pas la case senior. Enfin, d'ailleurs, c'est la même chose pour le jeune public. Il y a des tas de films qui ne sont pas du tout destinés au jeune public, mais que parfois, les enfants aiment voir. Je reviens du festival de La Rochelle, où mon ado a vu 3 films de Sacha Guitry, dont 2 qu'il a aimés, et je suis hyper content, parce qu'évidemment, ces séances n'étaient pas du tout prévues pour lui. Il était là par hasard, parce qu'il n'y avait rien de mieux à cette heure-là.
Voilà, et donc c'est pas des films jeune public, personne ne va faire des séances jeune public sur des films de Guitry. Ben, ça peut absolument marcher, voilà. En plus, son film préféré s'appelle Mon père avait raison, et ça j'adore. Je préfère que tu laisses là-dessus. Ouais, je trouve ça bien comme conclusion. Merci à toutes et tous d'être là. Et la bande-annonce maintenant de la nuit, et dans la foulée, Marie Boudon, programmatrice du Méliès, qui arrive à ce moment précis et qui se cache sous les fauteuils. On ne sait pas pourquoi, alors qu'on a dit que du bien d'elle. Et après, on va boire. Comme ça, on sait pourquoi elle arrive en retard. Et donc, c'est une illustration visuelle de ce que tu viens de dire de notre programmation et de son large spectre. Julie, si tu m'entends, on peut lancer la bande-annonce de la nuit. Ça se lance, ça se lance. Merci. Elle a été réalisée par Anne-Gaëlle Sceaux, notre super stagiaire. Vous croiserez pendant la nuit. Victor la mate en boucle depuis tous les matins. D'abord, c'était très très ambigu. Ça allait de soi. Ça allait de soi. Juste pour voir comme tu as pu penser autre chose. Non, mais ça se passait bien jusque-là. Are you there, David? Hello. Oh, everything is fine. No trouble here. I volunteer as tribute. Non, tu ne filmes pas le maquillage intime. J'ai des grands rêves pour elle. So who is your dad? The name's Johnny Utah. Là, tu me captes. Je suis le chef de la sécurité de la tour Montparnasse. Ne quittez pas, je vous passe le responsable. Merde. Allô, Jean-Pierre? Alors, pourrais-je parler à monsieur Leblanc juste une fois? Faut que tu te fasses du souci, ma nénette. Moi, je voudrais avaler tous tes soucis. On va être bien, d'accord? On va être libre.